Yo, c'est Lex. Ce que vous allez voir ou entendre si vous écoutez l'émission en podcast, c'est la VOD ou le podcast de la discussion qu'on a eue la semaine dernière avec le camarade vidéaste Archeotoys. On y parle de jouets, du rapport du jouet à la politique, de propagande, de conditions de fabrication. Et vous verrez que tout est beaucoup moins rose que ne pouvaient l'être les classiques maisons Polly Pocket. La discussion était très intéressante, je vous invite à l'écouter. Après avoir bien sûr mis une petite évaluation, un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous savez que ça donne de la force et que ça permet de faire connaître l'émission. Je précise qu'il y a un petit problème de musique au début de la discussion, je dirais les 15 premières minutes du fait que j'ai oublié de régler ça en live puisque l'émission était aussi en direct sur Twitch. Je m'en suis rendu compte un peu sur le tard, mais vous inquiétez pas, au bout de 15 minutes, ça se règle tout seul. Et moi, je vous retrouve demain en live, le 16, pour une autre discussion avec les camarades, cette fois-ci des Intervalles, une association de défense des droits des travailleurs et des travailleuses de l'animation. Ça va être intéressant là aussi, n'hésitez pas à passer. Ce sera demain de 11h à 13h en direct sur Twitch, sur la chaîne Lex Tutor. Et si vous manquez le live, vous inquiétez pas, il y aura la VOD, le podcast comme d'habitude dans le courant de la semaine prochaine. Allez, je vous retiens pas plus longtemps, bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes le 8 novembre 2024, il est midi en France et 20h au Japon et il est l'heure d'un nouveau Soft Power Rencontre. Soft Power Rencontre, vous le savez, c'est ce format discussion qui a lieu après Soft Power, la matinale pop culture et politique du vendredi 10h midi. Discussion avec des travailleurs et travailleuses culturelles au sens large, des personnes qui gravitent autour des thématiques pop culture et politique si chères à l'émission et qui viennent ici nous partager une vision différente. Et ça tombe bien puisque cette semaine, on reçoit dans Soft Power Romain, ancien médiateur culturel et animateur du patrimoine, désormais reconverti vidéaste spécialiste du jouet sur sa chaîne Archeotoys, fin connoisseur de son état. Après tout, vous le saviez que Maya l'abeille avait des liens avec le Troisième Reich, qu'il existait un deuxième parc Astérix, que l'inspecteur Gadget avait beaucoup de liens avec le personnage d'Arsène Lupin. Non, eh bien lui, oui, et c'est justement le concept de sa chaîne. Et ça tombe bien les gens, puisqu'on parlera précisément ces prochaines 1 à 2 heures de jouets, de politique du jouet, de jouets politiques, de leur lien avec le soft power, de la manière dont ceci reflète et influence les dynamiques sociales et culturelles. On explorera comment les jouets peuvent être aussi des outils de propagande, des symboles de changement, des miroirs de notre société, pourquoi pas. Alors préparez-vous, enfants perdus, préparez-vous à embarquer à bord du royaume de la nostalgie, là où les Furbies s'échangent des Pogs, où les Action Man jouent aux osselets avec des Jojos et où les Duplos servent à construire un musée de marionnettes Flexiface. Romain, bonjour, comment ça va ? Très très bien, c'est un plaisir de pouvoir intervenir chez toi et puis défendre mon sujet qui souvent paraît un peu naïf, un peu innocent. Et effectivement, comme tu as commencé à le dire, le jouet est étrangement politique et il est associé absolument à toutes les formes de propagande. Ce sera un plaisir de revenir sur le sujet. Un plaisir entièrement partagé. Je précise à titre liminaire pour celles et ceux qui nous suivent en direct sur Twitch que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra les traiter soit directement si on est dans le flux de la conversation ou à un moment dédié. En général, je fais ça en fin d'émission si on a encore du temps à ce moment-là. Et je précise également pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast ou en VOD que je suis actuellement décédé de maladie et de fatigue. Donc si vous entendez des nez qui se bouchent et des nez qui se mouchent, c'est normal. Et puis ça vous rappellera vos longues soirées jouées avec Carlo Crado dont il fallait retirer la mort vos forceps là enfin avec vos doigts. Romain, on est parti pour discuter ensemble 1 à 2 heures. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que tu es vidéaste sur la chaîne Archeotoys créée en 2016, incroyable, dont tous les liens de la chaîne, de tes réseaux seront bien sûr en description. Archeotoys, une chaîne qui s'intéresse à l'histoire et aux conditions de production des jouets. Est-ce que je le résume correctement ? Est-ce que tu définirais ta chaîne et ton travail ? C'est exactement ça, voilà. À la base, j'essayais de raconter l'envers des jouets, et puis petit à petit, je pense que je me suis rendu compte que ce que je racontais était à peu près tout le temps lié au même mouvement politique, philosophique. Et l'idée, c'est d'aller un peu au-delà de la nostalgie et essayer de faire l'autopsie de notre enfance. Très bien, ouais, c'est bien ce qui me semblait de ce que j'avais compris de ta chaîne, avec un accent qui était mis sur l'historisation du jouet, le fait de réintégrer, de remettre les jouets au cœur de l'histoire, tout simplement. Ils sont souvent vendus comme quelque chose d'anhistorique et j'ai vu que tu travaillais pas mal là-dessus. Justement, peut-être, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je te propose qu'on commence, une fois n'est pas coutume pour l'émission, par un sujet d'actualité, d'autant plus intéressant que je l'ai traité dans ma matinale pop culture il y a une petite heure, au moment où on a cette discussion, et que tu l'as traité toi-même aussi hier, de mémoire, en vidéo, sans qu'on se concerte, je précise. Et on a d'ailleurs des approches assez différentes.
En début de semaine dernière, à l'approche de l'année jubilaire 2025, cette année sainte où les catholiques du monde entier sont encouragés à participer notamment à des pèlerinages, à des diverses célébrations liturgiques, l'archevêque Rino Fisichella, le principal organisateur du jubilé, a dévoilé une mascotte pour présenter le Vatican lors de l'événement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ben oui, c'était la surprise pour à peu près tout le monde. Un archevêque qui dévoile une mascotte chibi, kawaii, pour le jubilé 2025, je pense que personne ne s'y attendait. On pourra donc célébrer les pèlerinages avec Luce, une petite fille aux cheveux bleus qui est quand même très codifiée, avec un anorak aux couleurs du Vatican, des coquilles Saint-Jacques dans les yeux, un bâton de pèlerin et puis des chaussures couvertes de boue pour montrer qu'elle a fait du chemin. C'est, on va dire, la dernière carte du Vatican pour tenter de séduire la jeunesse. Alors, dans cette vidéo, j'ai essayé de comprendre qui était le créateur de Luce, et puis, au-delà de ça, les différentes polémiques ont un peu secoué les mouvements catholiques traditionnalistes autour de cette figure-là. Et puis, plus largement, j'ai aussi voulu m'interroger sur le jubilé et sur cette notion qui est importante dans l'Église en tout cas, le fait que ces pèlerinages amenaient un pardon de tous nos péchés, un peu comme dans Dogma, pour ceux qui ont vu le film de Kevin Smith. On est clairement dans le même scénario, avec une église qui tente d'abandonner les crucifix qui sont un peu trop déprimants pour aller vers des figures qui sont censées séduire les jeunes. C'est des questions qui existent depuis longtemps, et puis le jubilé, au final, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais c'est un concept qu'on connaît peu, notamment vis-à-vis de ses origines. Donc j'ai essayé, voilà, c'est mon côté médiateur culturel, de revenir sur les origines de la chose, et puis d'interroger aussi les gens sur le côté purement marketing. À quoi ça sert ? Est-ce que c'est vraiment du prosélytisme, ou est-ce que c'est simplement une mascotte comme l'étaient les friges, histoire de mettre un petit peu de beurre dans les épinards pour rembourser une partie des frais d'un événement qui va quand même coûter quelques milliards ? Je précise pour celles et ceux qui nous écoutent qu'il y a plein de façons très intéressantes d'en parler. Toi, tu l'as abordé beaucoup, comme tu l'as dit, sous l'angle de son créateur, aussi sous l'angle du jubilé, du rapport de l'Église, un peu ambivalent à la question des jouets aussi, etc. Alors que personnellement, moi, j'ai pris l'angle de réintégrer Luce dans l'histoire du soft power papal sur près d'un siècle. Donc, il y a plein d'angles possibles. Mais ce que je trouve intéressant avec cette mascotte, c'est évidemment qu'au-delà de ses nombreuses déclinaisons par choix de couleurs, son choix de couleurs, de motifs, de compagnons dont tu parlais, c'est calculé, c'est soigneusement préparé. C'est pas toujours le cas de tous les jouets, loin de là. Mais je trouve que c'est un exemple intéressant qui rappelle à lui que cette mascotte et tu vas me dire ce que t'en penses, les jouets qui en découlent et vont encore en découler pendant l'exposition universelle d'Osaka l'année prochaine. Ces mascottes, ces jouets, ils ont toujours été, ils seront encore demain des reflets des valeurs, des normes sociales d'une époque. Je pense notamment aux maisons de poupées, tu sais, et aux cuisines miniatures qui encourageaient fortement les rôles genrés traditionnels dans les années 50. Toi qui connais bien l'histoire de nombreux jouets de ces dernières décennies, comment tu vois l'évolution du jouet dans les années 50, 60, 70 jusqu'à nos jours en termes de représentation politique et sociale? Ouais, on parle souvent des jouets genrés en passant par l'aspirateur rose ou la machine à laver pour petite fille. Je pense que l'un des jouets les plus normatifs qu'on ait pu avoir sur tout le XXe siècle, c'est avant tout le petit soldat. Et on a tendance à l'oublier un petit peu. C'est probablement le jouet le plus politique. On le voit apparaître en France après la défaite de 1870. Pendant très longtemps, il est fabriqué en Allemagne, donc ça passe pas trop. On va avoir des campagnes de diffamation contre le jouet allemand qui contient des poisons, qui forcément est mauvais, alors que très souvent ils sont de meilleure qualité que ceux fabriqués chez nous. Et on va avoir, pendant toute la première moitié du XXe siècle, des jouets qui sont avant tout des produits bourgeois. Un enfant des campagnes a peut-être un jouet qui très souvent est hérité d'un grand frère ou d'un cousin ou d'un parrain même. On se transmet les jouets. Tout ça va changer avec l'arrivée de la société de consommation dès les années 50. Ça passe aussi par l'arrivée du plastique qui va permettre une grosse réduction des coûts. En fait, le jouet est partout tout simplement parce que le jouet, il est, comme je l'ai dit, normatif, éducatif. Il est là pour faire passer les innovations. Donc on peut le voir avec les toutes premières automobiles au tout début du XXe siècle, qui vont être rapidement accompagnés
par les fabricants eux-mêmes. On va avoir par exemple Citroën qui va fabriquer dans ses propres usines des jouets de grand luxe en tôle, avec parfois même des phares qui s'allument, des petits moteurs, donc vraiment des petits bijoux. Et là, on est dans les années 20, mais ce sont des jouets qui coûtent tellement cher qu'on appelle ça des jouets du jeudi, puisque ils restent en haut d'une étagère et ta maman ne le descend que quelques heures par semaine. C'est un peu comme les consoles de jeux vidéo qu'on a pu connaître dans les années 90, qui n'étaient pas toujours en libre service. On va avoir une évolution du jouet, mais qui suit aussi l'évolution des imaginaires. Le jouet, on va dire, genré tel qu'on l'entend aujourd'hui avec la petite fille qui va jouer avec son poupon, ça va aussi accompagner des révolutions qui sont pas forcément des révolutions culturelles, mais qui vont être des révolutions sociales. Je pense par exemple à l'hygiène. Le poupon, tout nu, le baigneur, il n'est inventé à la base que pour promouvoir l'idée qu'on se lave tous les jours. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisqu'on ce poupon baigneur que toutes les petites filles ont eu, d'ailleurs j'en ai eu également et j'en ai encore, c'est une innovation qui est également technique puisqu'à la base on cherchait pas à faire du celluloïd spécialement pour le baigner, c'est juste qu'on essayait de faire des jouets qui arrêtaient de prendre feu quand les petites filles se promenaient près des cheminées. Le celluloïd c'est dangereux et dans les expérimentations qu'on va faire pour développer un celluloïd non inflammable, on va réussir à faire un celluloïd qui résiste à l'eau. Et donc de là, les hygiénistes vont s'en servir pour faire la promotion du bain quotidien et on va avoir une réduction drastique des maladies infantiles, mais ça va prendre un certain temps. Les premiers baigneurs arrivent à la fin des années 20 et au final, leur effet se fera vraiment ressentir quasiment une génération plus tard, dans les années 50. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le jouet est vraiment purement éducatif. Il est là pour préparer l'enfant, quelles que soient nos volontés cachées ou non. Si tes parents sont pompiers, il y a quand même de grandes chances que tu joues avec un camion de pompier. Et de la même manière, si tes parents sont des pur catholique traditionnel, il y a peu de chances qu'il te donne des dinosaures. J'ai le souvenir d'un copain qui avait grandi dans une famille tradie, qui rêvait de jouer à Jurassic Park, mais il n'y avait pas droit parce que les dinosaures, c'était un peu contre les croyances de ses parents. Ça va jusque-là. Donc, ce qui est vraiment intéressant à mon sens dans le jouet, c'est que il touche aux limites de la société, mais aussi aux limites de la famille vis-à-vis de cette société. On est vraiment sur une sorte de cercle concentrique. On va voir des révolutions qui vont arriver très vite dans le mode du jouet, mais qui vont mettre, quasiment un demi-siècle pour vraiment pénétrer toute la société. Il y a quelques mois maintenant, j'avais travaillé sur le sexe des anges, sur le moment où les poupées ont commencé à avoir des vrais sexes moulés, des poupées non plus asexuées, mais des poupées, on va dire, charnues. Et ben ça arrive, on va dire, une petite dizaine d'années avant la révolution sexuelle de 1968. Et ça va créer énormément de remous, même chez nous. On l'a oublié, mais il y a eu des gros débats. Et au-delà de ça, je crois qu'aucun jouet n'est innocent. Il y a une histoire assez rigolote que je raconte pas souvent d'ailleurs. Ma grand-mère a eu un traumatisme avec Bécassine, parce que je suis issu d'une famille de Bretons. Dans la Bretagne d'avant-guerre, on n'aimait pas beaucoup Bécassine, puisque elle passait pour une idiote. Et il faut savoir qu'en 39, à 2 semaines du début de la Seconde Guerre mondiale, les journaux ne parle que d'un attentat qui a eu lieu dans le musée Grévin, où des autonomistes bretons sont allés défoncer la statue de Bécassine à coups de marteau et ils ont récupéré son nez. Et ça avait créé un vrai phénomène en Bretagne, avec des manifestations contre le tournage d'un film dédié à Bécassine. Et un soir, ma grand-mère rentre avec une poupée Bécassine que lui avait prêté une de ses amies. La poupée a terminé dans la cheminée, sauf qu'il a fallu expliquer aux parents de cette amie que la poupée n'était plus. Et du coup, je pense que pour ma grand-mère, on est vraiment sur la fin de l'innocence, quoi. Le moment où elle se rend compte que même des objets qui sont très mignons, à ses yeux, il n'y avait pas le moindre problème avec cette Bécassine,
ça avait créé des remous qui continuent à la secouer encore aujourd'hui, alors qu'elle a 91 ans. Donc le jouet nous pose des limites. Après, à nous, une fois adultes, de voir si on les dépasse ou non. Et c'est probablement ça qu'il est intéressant, parce que on a des évolutions, mais on a aussi parfois des retours en arrière. Et là, effectivement, on peut parfois se dire que les choses sont gagnées. Régulièrement, on découvre que non. On a pu voir dans les années 90 Barbie se rouler dans des positions assez étranges. On a eu la Barbie parlante qui, parmi les phrases, disait j'aime pas les maths. Non, les maths c'est trop dur. Ce qui avait déclenché des levées de boucliers. Alors Mattel s'est débrouillé pour faire des Barbies scientifiques, des Barbies cosmonautes. Mais actuellement, même après le film avec Margot Robbie, on est de retour aux Barbie princesses. Sauf que ce ne sont pas les mêmes gammes de produits, même si c'est la même marque, et ce ne sont pas les mêmes publics qui sont visés, en fait, tout simplement. Donc, parce que quand tu dis ça, moi, dans mon esprit, si tu veux, comme les jouets véhiculent certaines représentations du monde, et notamment celles dominantes de l'époque, de leurs conditions de production, pour moi, il y avait quelque chose de fondamentalement conservateur dans la production de jouets, mais en fait, t'as l'air de dire que pas toujours, en fait. Pas toujours, et surtout, là où ce qui est paradoxal, c'est qu'une même marque peut réussir à faire des jeux qui sont très inclusifs, en semaine A et en semaine B, proposer des choses que toi et moi, on rejetterait clairement. Un des bons exemples, par exemple, c'est la marque Miro, qui est devenue Miro Mécano, et qui éditait notamment le grand jeu Risk, mais aussi des Monopoly ou le Cluedo. Un des premiers succès de Miro, c'est un jeu colonial, un jeu de cartes, un peu comme Magic d'ailleurs, c'est assez rigolo puisque le système de jeu est vraiment pas très très loin de Magic, où il faut monter un pur empire colonial à base de Soudanais. Je te bats avec mon quinquo chinois, ouais. On est vraiment sur des représentations typiques de l'époque, et pourtant la même marque pendant l'exposition coloniale va proposer des jouets où on va moquer le colon, où on va avoir un noir africain qui va réussir à mettre un coup sur la tête du colon, des choses qui remettent en cause le pouvoir en place, ou en tout cas la manière dont le pouvoir est organisé. Alors, ça reste ludique, ça reste sous le chapeautage de l'innocence, on va dire, mais c'est rarement monobloc. En fait, les rares fois où le jouet devient purement monobloc idéologiquement, c'est dans les systèmes fascistes ou dans les dictatures. Et encore, même par exemple en URSS, on va trouver des jouets qui vont essayer de passer entre les gouttes pour réussir à proposer des imaginaires qui vont au-delà de ce que peut proposer la doctrine majoritaire, quoi. Est-ce que tu as des exemples plus concrets de jouets conçus ou utilisés ? Oui, vas-y. Les plus rigolos, ce sont les vaisseaux spatiaux soviétiques, puisqu'il était interdit en Union soviétique de représenter des militaires. Les petits soldats sont interdits en URSS, sauf si c'est des soldats napoléoniens, puisque les Français perdent. Ça, par exemple, le truc est rigolo. Ouais. Et donc, pour éviter une militarisation des esprits, on va dire, là où les Américains vont vraiment travailler sur quasiment des maquettes de ce qu'on peut voir à la NASA, les Soviétiques vont vraiment travailler sur une esthétique SF très vraiment portée sur la science-fiction. Alors, elles n'ont rien à voir avec les Soyouz de l'époque, mais du coup, elles rejoignent typiquement ce qu'on pouvait voir dans les années 40 dans les comics américains, avec des grandes figures de l'imaginaire capitaliste, on peut dire ça comme ça. Mais au final, on se retrouve avec des petits soviétiques qui jouent avec des jouets plus proches du Flash Gordon qu'ont connu les Américains, que s'ils avaient eu eux-mêmes le Flash Gordon. Puis l'exemple des soldats napoléoniens est quand même assez rigolo, puisqu'on est face à une armée tsariste. On pourrait se dire que la France aurait pu être vue comme, je sais pas moi, au moins l'ennemi du tsar. Non, on est vraiment face à un mauvais impérialiste,
face à un impérialisme de chez nous. On est forcément un peu chauvin. Et puis on va avoir parfois, plus proche de nous d'ailleurs, des mouvements plus ou moins volontaires qui vont amener le jouet à prendre position là où on les attendait pas. Par exemple, au début des années 90, on va voir énormément de gammes de jouets qui vont devenir écolos. On a tous connu Captain Planet, je pense que tu en es là d'ailleurs. Hop là, tiens. Là, j'ai l'homme radioactif juste ici. Pour ceux qui n'ont pas connu Captain Planet, donc c'est un dessin animé des années 90 avec le super-héros de la nature qui doit lutter contre des méchants pollueurs. Et puis on n'est pas sur des pollueurs qui font pas gaffe. On est sur des pollueurs qui aiment bien polluer. Voilà, ils sont vraiment contents de le faire. Qui est derrière Captain Planet? Eh ben, c'est Ted Turner, le milliardaire fondateur de CNN, également l'ex-mari de Jane Fonda. Alors, est-ce que c'est Jane qui l'a amené à se lancer dans l'écologisme? J'en suis pas sûr. Ça correspond avec ce qu'on avait appelé la grande journée mondiale de la planète, il me semble, où on avait fait... via CNN, circuler des images du monde entier avec une jeune esquimote qui était venue à l'ONU pour expliquer que le réchauffement climatique allait détruire leur manière de vivre et qu'il fallait respecter un peu plus la nature. Paradoxalement, vendre des jouets en plastique pour protéger la nature, c'est pas certain que ce soit la meilleure manière. Et on avait même vu des G.I. Joe, d'un coup, devenir écolo, et il y a de très belles pubs où on voit G.I. Joe qui lutte contre des marées noires. Alors, ça, ce qui est assez intéressant, c'est que ça ne vient que parce que le législateur décide de faire passer des accords avec les diffuseurs pour que on puisse diffuser de la violence dans les dessins animés, si cette violence est compensée par de l'écologisme, et là je parle bien d'écologisme, pas d'écologie, et on est sur le greenwashing originel, on peut dire ça comme ça, puisque bon, 40 ans plus tard, peu de choses ont changé, mais on va vraiment avoir un monde du jouet qui est pluriel, qui est multiple, et puis surtout qui est en constante évolution. La particularité du monde du jouet, c'est qu'il doit se renouveler tous les 2 ans. Là où pour le jeu vidéo, ce serait impensable. On a une nouvelle génération d'enfants tous les 2 ans, et il faut les reconvaincre tous les 2 ans. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que quand je rencontre des abonnés ou des gens qui souhaitent parler de jouets, bien souvent, il suffit qu'on ait 5 ou 6 ans d'écart, et on va déjà avoir des références qui ne sont plus du tout les mêmes. Un enfant des années 80, qui avait 10 ans en 81 par exemple, peut être passé complètement à côté de cette révolution écologiste et nous dire « Ah bah non, ça n'a jamais existé ». Lui n'a connu que Musclor, qui pour le coup était pas du tout porté sur ce genre de choses. On était sur une absence de violence. Par exemple, on ne tuait pas des vilains biologiques, on va tuer plutôt des robots. On va pas donner des coups d'épée, on va donner des coups de laser. On a cette évolution-là qui est vraiment hyper intéressante à suivre. Est-ce que ce cycle de 2 ans, il oblige justement, il pousse voilà, on était sur un cycle écologique, maintenant commercialement, il va falloir passer sur quelque chose de très identifiable, de différent, il va falloir changer de groupe. Du coup, est-ce qu'on n'a pas des césures comme ça constamment de représentation, de politique? Ouais, alors je pense aussi que on a aussi une grosse évolution des politiques liées aux enfants, tout simplement. Disons que il faut quoi, 4 ans pour changer de président aux États-Unis. On va avoir des politiques qui vont changer, oui, tous les 4 à 8 ans. Ça commence en 81 avec l'arrivée de Reagan au pouvoir, par exemple. Il faut savoir qu'avant l'arrivée de Reagan au pouvoir, la publicité pour des jouets dans des dessins animés est interdite depuis Carter. Des mouvements parentaux avaient réussi à obtenir cette interdiction. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi, quand les Américains s'y remettent, ils sont un peu perdus. Donc ils vont faire appel à des boîtes européennes qui ont beaucoup plus l'habitude, et notamment à des Français. Je pense à la DIC de Jean Chalopin, qui était située à Tours à l'époque, et qui va réussir à tenir le marché pendant presque 10 ans face à des monstres américains, tout simplement parce que eux étaient super rodés. Paradoxalement, le marché français est trop petit pour pouvoir générer assez d'argent
ce qui pourrait rembourser de tels investissements. Et donc du coup, très souvent, les publicistes français ont été obligés d'aller travailler soit aux États-Unis, soit en Asie pour pouvoir faire perdurer leur modèle. Ok, ouais. Très bien. On a parlé un petit peu des représentations. Moi, j'aimerais bien qu'on remonte encore un petit peu le fil et qu'on s'intéresse plus peut-être aux conditions de production de ces jouets. Tu en parlais il y a 5 minutes. Ça pose pas mal de questions évidemment autour de ça. D'abord, sous un angle assez évident, justement, que tu abordais, peut-être celui de l'écologie. Pour être très schématique et même un peu faux parce que c'est plus complexe que ça, mais les jouets qui seraient fabriqués à partir de plastique non recyclé contribueraient à de la pollution plastique, alors que ceux qui vont utiliser des matériaux écologiques, le bois certifié FSC, le bambou, les plastiques recyclés vont plutôt aider à préserver des ressources naturelles et à minimiser les déchets. Où est-ce qu'on en est en termes de qualité de production aujourd'hui, en 2024 ? En gros, aujourd'hui, les jouets pour pauvres, les jouets à pas cher sont fabriqués dans des conditions innommables, le plus souvent dans des pays d'Asie tiers, donc pas forcément en Chine. La Chine, c'est là où on va trouver les usines premium. Je pense plutôt au Vietnam, par exemple. Et paradoxalement, ces usines poubelles vont parfois travailler aussi sur des produits qui ne sont pas destinés aux enfants, ce qu'on pourrait appeler les jouets collector. Je pense par exemple au Funko Pop. Je publierai dans quelques semaines une grosse enquête que je mène depuis plusieurs années sur Funko et sur la manière dont ils ont réussi à devenir l'un des numéros 1 du secteur, même s'ils ont d'énormes problèmes financiers actuellement. Voilà, je vais faire quelques révélations dans ce live. Je me suis fait passer pour une petite Vietnamienne. Ce qui m'a permis, donc j'ai envoyé un CV tout simplement avec une boîte mail vietnamienne et ils ont essayé de m'embaucher. Ça a duré quelques jours. On a pu échanger et j'ai pu avoir accès à des photos d'usines telles qu'elles étaient il y a 2 ans. Et vraiment, on est sur un garage avec de la terre battue au sol, uniquement des femmes. Je pense que le seul coin propre de l'usine, c'était la cantine. Et on est vraiment sur des conditions de travail qu'on aurait pu imaginer dans les années 50 en France. Et encore, on est vraiment face à des conditions très très difficiles. Le Funko est en train de changer. Parce qu'ils vont se faire taper sur les doigts, clairement. C'est pas une volonté de faire mieux. Mais en face, on va avoir les gros fabricants de jouets, Mattel, Hasbro, qui, depuis les années 90, et notamment un gros accident en Thaïlande, se sentent un peu obligés, d'un point de vue de communication, de faire attention à leurs sous-traitants. Donc, on a de temps en temps des scandales, sont souvent des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants, mais ça s'est clairement calmé par rapport à ce qui avait pu se faire il y a 10-15 ans. Par exemple, chez Mattel, en tout cas pour leur usine principale qui est située en Malaisie, on est sur des ouvrières qui sont payées l'équivalent d'un SMIC français, ce qui est beaucoup pour le pays, mais c'est aussi une manière de faire de la com, tout simplement pour Mattel, en disant regardez, nous on respecte les enfants, on les fait pas travailler, c'est tout parfait. Je crois, le gros changement a eu lieu en 93. Il y a eu un énorme incendie en Thaïlande qui a fait plus de 200 morts, je crois que c'est 284 morts. C'est un lieu de stockage qui a pris feu et toutes les portes de secours étaient fermées à clé. Donc on est vraiment sur une catastrophe. Si vous pouvez aller voir, l'usine s'appelait Kader Toys. Et vraiment, on avait eu des reportages envoyés spéciaux sur le sujet, pour te dire. À ce point, oui. Voilà, ça avait vraiment marqué les gens. Évidemment, toutes les marques s'étaient mis à dire « Ah, mais nous, promis, on nous y reprendra pas. » Depuis, elles font beaucoup plus attention. Après, oui, en fait, si vous avez les moyens d'acheter des jouets chers, il y a plus de chances qu'ils soient fabriqués dans de bonnes conditions. Les jouets chers, les jouets de bazar sont très souvent fabriqués dans des conditions assez horribles. Et les peluches aussi. Voilà, les peluches, c'est probablement un des business les plus sales du monde du jouet. Parce que ça demande beaucoup de... parce que, comme ça coûte très cher de faire une peluche, souvent il faut énormément de travail de minutie. C'est là où ils vont être obligés d'aller chercher les sous-traitants les moins chers possibles et où on va avoir, on sait qu'il y a certains camps ouïghours qui fabriquent des peluches sous licence. Est-ce que sous licence, carrément, d'accord, ok. Ouais. Est-ce que ce sont des licences officielles ou non ?
c'est toujours aussi compliqué. Les grands fabricants ont lancé des ONG plus ou moins amis avec eux pour pouvoir certifier la qualité de la fabrication, mais faut bien se dire qu'un jouet gratuit ou un jouet offert, par exemple, comme ceux qu'on pouvait avoir chez McDo, ne seront jamais faits dans de bonnes conditions. D'ailleurs, McDo nous dit qu'ils ont arrêté de faire des jouets en plastique pour la nature. Il faut quand même imaginer que McDo a fabriqué l'équivalent de 280 milliards de jouets en 40 ans. C'était vraiment le plus grand producteur mondial, le plus grand distributeur de jouets mondial. Ah ouais, ok, d'accord. Au milieu des années 2000, il y a eu des émeutes de la faim dans une des usines, dans la principale usine de fabrication de jouets McDo, et les ouvriers ont carrément détruit l'usine. Ils ont tout saccagé. Probablement que l'abandon du plastique dans les jouets McDo, c'est aussi lié à ça. Probablement que c'était plus compliqué de faire des jouets pour moins de, je crois que c'était 40 centimes, le prix maximum d'un jouet McDo pour la fabrication. Dans ces conditions-là, c'est impossible de rémunérer les gens. Pour nous faire des cadeaux, au final, il faut fouetter des Chinois, clairement. Bah super, et puis ça, tu parles uniquement pour les grandes multinationales qui ont un nom et qui ont pignon sur rue, mais alors qu'est-ce qu'il faut dire? Là dans le chat, je vois Ubik qui dit j'imagine même pas le truc pour des peluches de fêtes foraines, parce que j'imagine que lorsqu'on sort justement de ces multinationales avec des noms, rien n'est vérifiable, rien n'est traçable, c'est l'enfer. Oui, quoi. et alors non seulement c'est l'enfer pour y travailler, mais également tout simplement la qualité. Je pense que personne n'a envie de voir son bébé sucer une peluche pleine d'hydrocarbures. L'un des gros problèmes qui est pas tout à fait réglé, on en reparlera tout à l'heure, c'est notamment les produits toxiques, mais vraiment purement toxiques, même des produits interdits en Europe, qu'on peut retrouver par exemple chez Action. Si vous avez l'application Yuka, je vous conseille de le faire, même si c'est bien déprimant. N'hésitez pas à aller scanner les produits de beauté pour bébé ou pour enfants. Ma sœur avait acheté des labellos Princesse Disney chez Action. J'ai passé un petit coup de Yuka dessus. C'était 100% d'hydrocarbures en fait. Ma nièce se tartinait du pétrole sur le visage joyeusement à des seuils qui normalement sont interdits en Europe. Ces grandes marques comme Action en fait distribuent des produits qui à la base sont destinés aux pays de l'Est ou à des marchés émergents comme l'Inde par exemple, et c'est pour ça que c'est pas cher. Bah oui, donc il faut être vigilant. Après, malheureusement, je crois qu'on en a terminé avec le moins c'est mieux. J'en suis un peu la preuve, hein. J'aurais du mal à juger des gens qui achètent trop de jouets à leurs enfants, mais peut-être qu'il faut parfois tenter de mieux regarder les étiquettes, mieux se renseigner, tout simplement pour ne pas avoir à s'en mordre les doigts, que ce soit des produits allergènes ou vraiment des produits purement toxiques. Je pense à de l'amiante par exemple. C'est pas rare qu'on trouve de l'amiante dans des jouets. Un des cas emblématiques, ça avait été un set sous licence NCIS, la série policière tant aimée des amateurs de télévision. Il y avait un set pour pouvoir faire des relevés d'empreintes. Et la poudre à empreinte contenait 20% d'amiante. Et en plus, une des pires formes d'amiante. Le distributeur américain l'avait retiré immédiatement. Le distributeur français a mis 2 ans pour les retirer du marché. Donc voilà, si vous avez un vieux set chez vous, emmenez-le à la déchetterie rapidement. Ne brûlez pas. Voilà, de toute façon, ça brûlera pas. Mais ça pose aussi la question de la gestion des déchets. Parce que parfois, on a des jouets qui sont vraiment blindés de produits chimiques toxiques. Je pense au slime, par exemple. Le slime, c'est un mélange de bore, la plupart du temps, de sel de bore. Il est connu pour être très probablement un toxique pour la reproduction. Et on laisse des enfants mettre les doigts dedans, alors que quand on va appliquer les mêmes sels de bore sur un cabanon en bois, on va dire attention, n'y touchez pas pendant 3 semaines, on sait jamais quoi. C'est comme si en fait on avait un présupposé qui voulait que le jouet soit inerte. Alors que, comme le dit si bien Karim Debache, non, justement, c'est pour les enfants, il faut faire 3 fois plus attention. Doublement attention, ouais. Alors, comme tu l'as dit, on va avoir des mouvements autour des bois certifiés, par exemple,
mais on sait que les jouets en bois sont offerts aux enfants avant 2 ans. Oui. Et très souvent, après 2 ans, on arrête. C'était pour se donner bonne conscience. On va passer aux princesses Disney et à Spider-Man. Ce qui est normal. D'ailleurs, de toute façon, les marques de jouets en bois, type même des grands groupes, hein, je pense à Janod, pour une marque française, n'ont pas les moyens de se payer de telles licences. Oui, Mais d'accord. Ok. c'est clairement ce dont on aurait besoin. Après, bon, Donc, tu dis qu'il y a quand même des matériaux auxquels on pourrait faire confiance, notamment ce type de bois si c'est possible. Moi qui ai offert la girafe Sophie, c'est foutu, non? alors non, la girafe Sophie, elle est en latex naturel. Après, se pose la question aussi de la récolte du latex. L'exploitation, ouais, bien sûr. La girafe Sophie, il faut y faire attention plutôt à cause des problèmes de moisissure, puisque comme c'est un latex naturel, à l'intérieur, si tu as le malheur d'un peu trop baver dessus ou tout simplement le mettre dans le bain, ne mettez pas les jouets pas prévus dans les bains. Elles se remplissent de moisissures noires qui peuvent causer des Ah allergies. ouais. Et D'accord. Ok. il y avait eu un backlash après une grosse mode de la girafe Sophie aux États-Unis, où des mères de famille s'étaient mis à découper des girafes Sophie qui étaient blindées de mousse noire, vraiment dégueu. C'est marqué sur l'emballage. Enfin, le fabricant vous dira, mais c'est marqué sur l'emballage qu'il faut pas le mettre dans l'eau. Mais voilà, il n'y a D'accord. pas d'utilisation normale d'un jouet. Un enfant va forcément le sussauter, va forcément le mettre dans certains de ses orifices. On ne jugera pas. Petite pensée pour mon cousin qui a vécu 6 mois avec un Lego coincé dans le nez. Mais c'est à nous, en fait, en tant que parents, en tant qu'adultes, de faire attention, puisque clairement, les fabricants ne le feront pas à notre place. Ouais, ok. Je me souviens que Euh, dans... oui, vas-y, tu veux ajouter quelque chose? on allait peut-être parler de la même chose. Il y a quelques années, j'avais parlé notamment des métaux lourds présents dans les vieux jouets. Oui. Une analyse avait été faite en comparant des jouets des années 80 et des jouets des années 2020. Et on se rendait compte que les pires jouets étaient les jouets pour filles, colorés. Les petits poneys avaient jusqu'à 18 métaux lourds à l'intérieur, à des seuils monstrueux. Et à mon sens, ça répond peut-être à des questions qu'on peut avoir sur le nombre de mes amis qui peuvent avoir des difficultés à procréer, par exemple. Là, on parle de taux de cadmium. Donc le cadmium, c'est un métal radioactif qui a tendance à se fixer sur les os et à remplacer le calcium, et qui crée des tumeurs. Enfin, c'est vraiment un truc horrible. On est jusqu'à 800 fois la norme de l'époque. Donc on parle même pas de la norme d'aujourd'hui, quoi. Un petit poney orange, il a quasiment forcément du plomb à l'intérieur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que si vous avez ce genre de vieux jouets, mettez-les sur vos étagères en hauteur, et nouveaux enfants, nouveaux jouets. Souvent je déprime un peu mes copains en leur disant, ne partagez pas vos jouets d'enfance avec vos enfants, parce que les jouets vieillissent, le plastique Ok. finit par se désagréger, et c'est là où on va avoir, moi j'ai des jouets qui suintent, une espèce d'huile probablement bien toxique. C'est hors de question de les partager avec ma fille. Et c'est pas de l'égoïsme de collectionneur. C'est que si je veux qu'elle joue avec Par le même sécurité. petit poney que j'ai dans mes vitrines, je sais qu'en Mhm. plus les fabricants sont malins et les ont réédités. Donc autant jouer là-dessus. Je pense que si on devait vraiment analyser des jouets de brocante, on aurait vraiment des surprises, hein. Est-ce qu'on a une production en France, locale, dans des conditions de travail à peu près décentes, avec des matériaux à peu près contrôlés, qu'on pourrait soutenir en priorité, si on en a les Ouais. moyens évidemment, parce que j'imagine que c'est plus cher, mais... Alors, c'est pas forcément beaucoup plus cher. D'accord, On a ok. des marques en France. On a encore quelques marques, notamment dans le Jura. Le Jura est resté Mhm. un lieu important pour le jouet français. On a eu Smoby, qui a longtemps été un des leaders européens, qui malheureusement a chuté après les malversations de la famille fondatrice. Mais Smoby a toujours une usine dans le Jura, à Saint-Claude. Donc, techniquement, si vous achetez du Smoby, il y a de grandes chances, je pense notamment aux porteurs, donc les petites voitures pour bébés, ou même les dinettes, il y a de grandes chances que ce soit fabriqué chez nous. On va aussi avoir des marques de jouets qui sont aussi dans le Jura, étrangement.
Et puis on va avoir quelques grands groupes qui souvent sont contrôlés par des Allemands, mais qui vont continuer à avoir des activités. Je pense par exemple à Joustra, qui va faire imprimer une partie de ses gommettes du côté de Nancy. On a longtemps été en fait l'un des plus gros producteurs de jouets européens derrière l'Allemagne. On est toujours le plus gros consommateur de jouets en Europe. Vraiment, la France surpasse tous les autres. D'ailleurs, j'ai longtemps cherché d'autres chaînes européennes comme Archeo Toys, histoire de me dire, cool, on va monter un crew. Et en fait, non, il y en a vraiment très très peu, parce que les autres pays, visiblement, n'ont pas forcément ni les mêmes budgets, ni les mêmes velléités nostalgiques que nous. Ça s'explique aussi parce que pendant longtemps, le marché européen n'a pas été unifié. On a l'Espagne qui fabriquait beaucoup de jouets pirates parce qu'ils n'avaient pas ratifié les différents accords sur la propriété intellectuelle. Je crois qu'ils les ratifient qu'en 86 et ils sont appliqués en 98. Donc tout était possible en Espagne vu qu'ils n'étaient pas punis. Il existe aussi beaucoup de distributeurs en France. On a un grand hub européen du côté de Metz pour le géant du jouet Hasbro, qui emploie quand même, je pense, un peu plus de 300 personnes sur son entrepôt de Creutzwald, qui dessert absolument toute l'Europe. Donc, si on achète un jouet Hasbro en Italie, en Espagne ou en Belgique, il est forcément passé par chez nous. La France reste producteur, distributeur. Alors, on en perd aussi, hein. On a vu la fermeture des mécanos à Calais il y a quelques mois. Et moi, j'ai eu personne n'en a parlé, mais moi, ça m'a vraiment fait un petit pincement au cœur. Il y a une marque historique de poupées qui s'appelle Petit Colin, qui a disparu également l'année dernière, en début d'année. Petit Colin, oui. Et ok, d'accord. C'était les inventeurs du poupon. Vraiment, c'est eux qui, dans les années 20, ont créé le poupon. Aujourd'hui, l'usine Petit Colin n'existe plus et on a peut-être aussi, enfin, on va vers un monde malheureusement décentralisé, et même les marques qui avaient surfé sur le côté scope, sur le côté made in France, je pense à Moulin Rôti par exemple, ont quasiment abandonné tout ça. C'est la même chose pour Corolle également. Ils sont français, mais parce qu'ils ont des sièges en France. Il y a relativement peu d'activités, mis à part peut-être quelques activités de design, et c'est pas forcément toujours la majorité. Très bien. Je te propose qu'on switch, on glisse un petit peu vers un autre sujet. Je le documente régulièrement dans ma matinale pop culture le vendredi matin. On voit depuis plusieurs années maintenant une recentration des grandes multinationales de la culture, des différentes industries culturelles autour de leur propriété intellectuelle. Bien sûr, hein, tu le disais, ces mêmes propriétés intellectuelles, elles sont centrales dans le monde du jouet. Tu le documentes de fait régulièrement sur ta chaîne et tu en parlais il y a quelques instants. Est-ce que tu vois un mouvement similaire récemment dans le monde du jouet, avec un recul peut-être des propositions originales, de possibilités d'en produire, peut-être au profit de franchises déjà très installées qui vont se décliner à l'infini? C'est très intéressant que tu en parles, puisque j'en ai discuté il y a peu de temps avec la direction marketing d'Hasbro, donc vraiment des très très gros pour le coup, notamment sur leur gestion de Star Wars, puisque ça fait... ils ont la licence depuis 95, et ils ont beaucoup de mal à l'exploiter actuellement. Les invendus sont nombreux. Il y a même des produits qui étaient à leur catalogue qu'on n'a jamais vus en magasin et qui leur reviennent directement. Je crois que l'un des problèmes, c'est qu'ils n'ont pas le contrôle sur ces licences-là. Il m'avait raconté une histoire assez folle. Pour les amateurs de Star Wars, sur le dernier épisode, il y avait ce personnage de garde rouge. Oui. On a vu 27 secondes à l'écran. Et ben eux, n'ayant pas vu le film, n'ayant eu accès qu'à des dessins préliminaires 4 ans avant, avaient lancé la production de produits dérivés de déguisements pour enfants de ce personnage-là, qui du coup ne peut rien leur rapporter. C'est vraiment un personnage random de fond de scène, et il n'y a aucun intérêt ludique ou commercial à l'exploiter. Donc eux l'avait un petit peu en travers de la gorge. Donc, sous la présidence de leur ancien CEO, qui est décédé peu avant le Covid, ils avaient lancé un grand plan de financement de films, de leurs propres films, avec leur propre licence.
On l'a vu avec Donjons et Dragons, qui avait coûté très cher et qui a à Oui. peine remboursé ses frais. On avait eu également l'expérience avec Power Rangers en 2017, il me semble, qui avait coûté très cher et qui au final ne leur a pas coûté grand-chose. Et donc là, ils sont obligés de changer leur fusil d'épaule, de se dire on arrête les films à plus de 250 millions de dollars. Le dernier film Transformers le commencement, que je conseille à tout le monde, et la preuve qu'on peut faire bien avec seulement un petit budget de 150 millions. Film Et d'animation, un c'est ça? film d'animation Oui. très surprenant, Ouais, puisque ouais. le thème Oui. de ce film Transformers, c'est la lutte des classes. Et je pense que personne n'attendait un tel sujet sur le film. Après, ça vient aussi probablement du fait que ce film-là est destiné aux fans qui ont des enfants. Donc les gens y vont pour faire plaisir à Benjamin, mais du coup se font plaisir et souvent ils retournent, ou en tout cas redécouvrent ce plaisir de robots géants qui cassent des trucs, mais on n'est pas chez Michael Bay où on a juste Megan Fox entre deux prises. Là on a un vrai propos. Je crois que c'est là qu'ils peuvent réussir peut-être leur coup. Maintenant, est-ce que leurs actionnaires les laisseront continuer à ouvrir le robinet à monnaie avec des résultats qui sont pas fous? Malheureusement, comme dans tous les autres domaines, c'est l'argent qui dirige tout. Si Donjons et Dragons avait cartonné au box-office, le monde serait un peu différent. Je pense que d'ailleurs, s'ils avaient sorti le film juste après la sortie de Baldur's Gate et pas juste avant, Oui. Oui, probablement oui. qu'il aurait eu de meilleurs résultats. Ouais, certainement, oui. Et d'ailleurs, puisque tu parles de ça, de Donjons et Dragons, et même pourquoi pas de Baldur's Gate, on voit aussi depuis pas mal d'années une tendance très marquée, même pour des sociétés de jouets, au tout transmédia. Hein, même si on faisait uniquement du jouet à l'origine, est-ce qu'on est contraint en 2024 de se décliner en film, en série, en jeu vidéo lorsqu'on fait du jouet? J'ai envie de te dire, forcément, et en fait, Mhm. c'est une recette qui est là depuis 40 ans. On a vraiment D'accord, ok. cette recette développée par Musclor, hein. Vraiment, Musclor est le premier à exploser grâce à cette idée de multiplateforme. Alors à l'époque, on se contente souvent d'un téléfilm qui coûte pas très cher à animer, une série de comics et puis des jouets. Là, aujourd'hui, on va avoir des machines de guerre, mais qui, au final, et c'est paradoxal, sont là pour durer 3 semaines. Là où Musclor durait 6 ans. Donc avait réussi à séduire 3 générations d'enfants, ce qui était vraiment beaucoup. Là, aujourd'hui, on passe à autre chose extrêmement rapidement. D'ailleurs, ça s'est vu avec la dernière série Star Wars, The Acolyte. La série a été annulée alors que les produits dérivés n'étaient pas encore en magasin. Du coup, les produits dérivés ont été soldés à leur arrivée en magasin. On place vraiment la charrue entre les bœufs, avant les bœufs, et on peut avoir, je pense, des systèmes commerciaux qui peuvent absorber ce genre de surproduction. Ça se voit au Japon, par D'accord. exemple, Oui. où une figurine neuve qui vient de sortir va rester sur les étagères pendant à peu près 1 mois et demi. Et puis après, elles disparaissent. Alors on se dit, waouh, ils sont tout vendus, ils sont incroyables. Non. Très souvent, les magasins japonais ont 2 licences. Une licence pour les produits neufs et une licence pour les produits d'occasion. Alors, c'est une autre organisation puisque, tu dois le savoir, au Japon, on paye la TVA 1 fois par an. Oui. Donc le but, c'est de ne pas payer la TVA sur l'année d'après et on la paye pas sur les produits d'occasion. Donc on va avoir en fait un marché de l'occasion qui est énorme, mais c'est juste un transfert Ouais, pour d'accord. éviter une Ok, pression ok. fiscale. Donc, effectivement, on n'est pas encore stuffé en Occident pour absorber autant de production massive constante tout le temps. Enfin, je ne sais pas même comment les magasins japonais font pour gérer toutes les livraisons, puisque déjà gérer les livraisons de Noël en France, ça leur met 1 mois. Alors, si c'était tous les mois comme ça, j'imagine pas. Mais sans licence, en fait, on ne te reconnaît pas. Un produit sans licence aujourd'hui, bah, ça va être un produit qui va être vu comme peu qualitatif, ou en tout cas qui n'a pas de storytelling. L'une des marques qui souffre vraiment de ça actuellement, c'est Playmobil. Pendant très longtemps, Playmobil avait fait le choix
de ne pas faire de licence, même quand Lego dans les années 2000 s'y était mis. Le slogan de Playmobil, c'était en avant les histoires, avec l'idée que c'était à nous de créer nos héros et nos histoires. Je sais pas pour vous, hein, dis pour toi, mais moi mon Playmobil préféré c'était un cow-boy. J'avais appelé Ouais, Aldo. pareil. Et il avait pas grand chose de différent des autres, hein, mais c'était mon héros. Et je crois que ça nous permettait aussi de nous forger des imaginaires. On est face probablement à des générations d'enfants qui vont être moins stimulés à ce niveau-là, et bah, moins il y en a, moins on a envie, moins il y en a, quoi. C'est pas pour rien que Playmobil s'est mis massivement aux licences. Alors, je sais pas si on les trouve au Japon, mais il y a des Playmobil Naruto. Ah, je sais pas. Bonne question. Alors, mais enfin, même moi, quand j'ai vu ça, j'ai un peu bugué. Là, actuellement, la grosse mode, c'est Miraculous. L'année dernière, ou il y a 2 ans, on a eu des Playmobil Astérix. Alors, ça fait probablement plaisir aux collectionneurs. Je suis pas sûr qu'il y ait de plus-value ludique. Tout simplement parce que le Playmobil, il est pas prévu pour ça. Les Playmobil, ils ont tous le même corps. On va réussir à mettre un petit peu de déco, on va leur mettre une moustache. Ah, c'est un pirate. Il n'est pas prévu pour incarner un personnage sous licence avec un gros nez, avec des couettes. Donc, c'est aussi des modèles économiques qui sont dans la tempête. Les Playmobil coûtent extrêmement cher à produire parce que une grande partie de leurs usines sont situées en Europe, soit en Allemagne, soit à Malte, et ils utilisent une sorte de plastique qui s'appelle l'ABS, qui est un plastique dur, à la différence des plastiques mous, comme le PVC par exemple. Et la grosse différence, c'est que il faut des moules sous pression. Un moule pour de l'ABS, ça coûte entre 20 000 et 50 000 euros. Quand un moule pour du PVC, ça va coûter 5 à 10 fois moins cher. Donc on est sur des logiques industrielles qui vont devoir changer. Moi, je ne serais pas surpris que le Playmobil tel qu'on le connaît aujourd'hui finisse par disparaître. Et on a aussi des problèmes d'un point de vue écologique. Lego voulait absolument créer un ABS biologique à base avec un peu moins de chimie à l'intérieur. Ils ont abandonné après avoir dépensé quasiment 1,5 milliard. Ils n'ont pas réussi à recréer les propriétés physiques de l'ABS technique qu'ils utilisent sur leurs briques, et ça va devenir un problème, clairement. D'ici 5 à 10 ans, il faut s'attendre à ce que le plastique tel qu'on le connaît soit surtaxé, et ce serait pas forcément une mauvaise chose. On a vu des grandes marques comme Hasbro arrêter les emballages plastiques et se mettre qu'aux emballages carton. Ça a posé énormément de problèmes, parce que pour des collectionneurs comme moi, ils n'ouvront pas forcément les boîtes. C'est important de pouvoir les voir. Et forcément, si on a une boîte full carton, ça peut être très frustrant. Donc, ils ont subi une chute des ventes, ils ont dû revenir en arrière. Je pense que c'est des problématiques qui mettront au moins une génération pour être réglées, là où on s'attendait à ce que ça se fasse en 5 ans. Ok. Bah écoute, que des bonnes nouvelles pour l'instant. Sur le chat, j'imagine que ça va. Vous voulez acheter des jouets? Non, c'est cool. Tiens, un autre problème, une autre question qui n'a pas grand-chose à voir, mais celle des données privées. Parce que tu parles des composantes, mais c'est vrai que tu parlais de plastique, de bois, etc. Mais on a maintenant beaucoup de matériel électronique qui va équiper tout un tas de jouets et qui va aussi poser la question des données privées. En novembre de l'année dernière, il y a quasiment un an tout pile, il y avait eu un rapport du US Public Interest Research Group qui couvrait les dangers de certains produits. Un rapport qui précisait justement que les jouets intelligents, les jouets connectés suscitaient des inquiétudes, à juste titre, qui ralentissaient pas dans l'opinion publique au diapason de la production de jouets connectés, dont certains analystes estiment que le marché devrait doubler d'ici 2027. C'est énorme et ça pose plein de questions, hein, parce qu'on parle de jouets dotés de caméras, de jouets dotés de micros, de jouets dotés d'intelligence artificielle, ceux qui peuvent envoyer des infos à des serveurs externes d'une entreprise, ceux qui pourraient être piratés, pourquoi pas. Comment tu te positionnes là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois massivement arriver? Est-ce que tu en as discuté avec des professionnels de l'industrie? Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, étrangement, les professionnels de l'industrie en sont hyper conscients, et pour te donner une idée, le dernier Furby sorti, qui est sorti l'année dernière, mais c'est dommage, j'en ai pas autour de moi. Ils l'ont downgradé par rapport à la version 2013. Le Furby sorti en 2023 n'a pas de micro intégré, pas de Bluetooth, pas d'accès Wi-Fi. Il est à peu près aussi technique que celui de 99.
Est-ce que c'est des conditions Une volonté de leur matérielles, de part. coût, des raisons une volonté? OK, d'accord. OK, OK. Alors en tout cas, c'est une volonté annoncée. Je pense qu'il y a Ouais, bien aussi sûr, une bien sûr. histoire de gros sous derrière. Ils ont vraiment conscience, de la peur des enfants et puis je pense qu'ils ont peur aussi d'être tenus responsables. Il y a eu une horrible histoire il y a quasiment une quinzaine d'années avec une Barbie qui avait, une webcam et qui servait à des pédophiles, à des pédocriminels. Notamment Génial. pour OK. pouvoir récupérer des images. Ça, c'est le genre de publicité qui peut clairement être mortelle pour une marque de jouets, donc ils font Oui. extrêmement attention parce que, et en fait, on ne trouve que dans 2 industries, je pense, c'est l'automobile et le jouet. Avec le jouet, quand un jouet a ce genre de problème, les marques sont contraintes de rappeler les produits. D'accord, OK. Rappeler, 5 millions de poupées Barbie, ça coûte l'équivalent de 70 millions de dollars. Donc ils peuvent pas se le permettre clairement. Ils font extrêmement attention à tout ça. C'est plutôt sur des fabricants que je vais appeler tierces, des challengers, qui vont essayer de proposer des produits un peu disruptifs, pour parler avec le langage à la mode, qu'on peut avoir parfois des questions, notamment des produits chinois. Est-ce qu'il n'y a pas des backdoors? Est-ce que on n'est pas écouté? Ce qui est assez intéressant, c'est que en 98-99, quand le premier Furby est sorti, les gens n'avaient pas compris que Furby n'avait pas de micro. Alors, je tiens à vous le dire, à toutes celles et ceux qui ont eu un Furby dans leur enfance, je suis désolé, mais non, Furby ne vous écoutez pas. Furby n'a pas pu apprendre de nouveaux mots avec vous. Si Furby faisait des proutes, c'est pas parce que votre grand frère lui avait offert. Ça, c'est du marketing. Malheureusement, on vous a menti. Mais curieusement, même le FBI et la CIA ont eu extrêmement peur de ça. Ouais, OK. Il y a eu un mémo dans les locaux de la CIA interdisant à tous les agents d'emmener leur Furby au travail, ce qui est assez rigolo, qui avait fuité dans la presse, donc ça avait fait un pataquès pas possible. Et quand on regarde le brevet du premier Furby, de toute façon, il ne peut pas entendre. C'est juste un programme qui nous fait croire qu'il évolue en fonction des interactions qu'il a pu avoir, mais les interactions, c'est il a un capteur pour voir s'il fait nuit ou s'il fait jour. En gros, c'est ça, quoi. Et puis si on lui donne à manger. Mais il est tout sauf intelligent. C'est un grippin, Furby. Donc c'est plus ce qu'on va mettre, nous, ce qu'on va projeter sur ces objets-là qui peut être problématique. Et puis il y a aussi l'arrivée non plus de jouets robots pour enfants, mais de jouets robots pour adultes. Moi, j'ai eu la chance de recevoir en test il y a quelques mois un robot transformer robotisé qui se transforme tout seul. Tu lui dis Optimus transforme et le robot se met à se transformer tout seul en camion et il part comme ça tout seul. Là, je pense qu'on est on est à l'arrivée des robots domestiques qu'on attend depuis longtemps. Ça passera forcément par le jouet. Je pense que c'est le genre d'évolution qui, pour être accepté socialement, passe forcément par les enfants. Je vois pas ma grand-mère acheter un robot tout de suite. Par contre, moi, je Oui, oui, oui. me vois bien vieillir avec un robot, clairement. Et ces robots-là vont très vite être sous licence. Robozen travaille avec la licence Transformers, mais aussi avec la licence Toy Story. Donc c'est presque un fantasme d'enfant devenu adulte, puisque ce sont quand même des produits qui valent entre 1500 et 1800 euros, de voir un Buzz l'éclair qui s'anime tout seul, qui te fait hey, salut Lex, ça va? Ouais, carrément, t'es mon meilleur copain. Ça, c'est des fantasmes qu'on a tous, et effectivement, on risque très vite d'en devenir les esclaves, je pense. Mais j'avoue que le jour où j'ai un robot Transformers qui fait la vaisselle, c'est bon, ils ont gagné. Optimus, la vaisselle, s'il te plaît. Et imagine, ce serait trop cool. Optimus va chercher le Oui, courrier. oui. Optimus, s'il te plaît, tu peux sortir les poubelles. Et c'est Ouais, triste à dire, va mais taffer à ma place, Optimus, surtout, oui. Va travailler à ma place, s'il te oui, plaît. mais carrément. Bon, je suis pas sûr qu'il écrirait des vidéos aussi bien que ce qu'on peut Possiblement, faire ouais. tous les deux dans notre style. Mais autant je me vois très très mal acheter le Optimus d'Elon Musk, qui au final est un animatronique de chez Disney, qui n'est pas autonome encore pour le moment, autant j'aurais peut-être moins de mal à me dire oh allez, ils étaient à 1500 € il y a 3 ans, maintenant ils sont à 200, on s'en achète un. C'est et
On a vu aussi, enfin, ce problème de robots domestiques, parce que j'essaye toujours de voir l'objet ludique dans sa globalité. On le connaît déjà avec les aspirateurs robots. Les aspirateurs robots, ils connaissent le plan de notre maison. Ils savent exactement quelles sont nos habitudes, si on est là, si on n'est pas là. Effectivement, le jour où une puissance pas forcément bien intentionnée en prendra le contrôle, il n'y a pas besoin d'être dans Terminator pour commencer à flipper, hein. Quand tu parles des robots, ça me fait penser à quelque chose qui est connexe et je voulais te demander justement en ce qui concerne l'accessibilité des jouets en 2024 et notamment pour les enfants, mais pas que, les adultes aussi qui sont en situation de handicap. Tu parlais des robots justement, de l'aide que ça peut fournir. Où est-ce qu'on en est en 2024 à ce sujet? Est-ce que tu vois des améliorations concrètes? On va dire que, alors, des améliorations, oui, on essaye en tout cas, c'est dans les cahiers des charges aujourd'hui, alors que ça l'était clairement pas il y a 10 ou 15 ans. On travaille sur l'accessibilité. On va aussi travailler sur la représentativité. Souvent, tout ce qui est représentativité du handicap est très lié à des histoires de communication. Alors on a Mattel qui nous sort une Barbie avec un nouveau handicap à peu près tous les 6 mois pour être sûr de repasser sur le haut de la pile. Donc on a eu la Barbie qui est atteinte d'une trisomie 21, on a eu la Barbie sourde, la Barbie en fauteuil roulant. Alors, la Barbie en fauteuil roulant, pour la petite blague, c'est pas vraiment nouveau. La première est apparue en 95. Mais du coup, on avait une Barbie qui se retrouvait face à tous les problèmes possibles d'une personne en fauteuil. La Barbie en fauteuil roulant, déjà, elle a les cheveux longs. Et du coup, ses cheveux se prenaient dans les roues. Et donc, du coup, elle finissait comme ça, la pauvre. Elle pouvait pas rentrer dans la maison de Barbie. Elle pouvait pas rentrer dans le camping-car de Barbie. Elle pouvait pas rentrer dans le bateau de Barbie, ni dans l'avion de Barbie. Vraiment, elle vivait le handicap comme une vraie personne. Aujourd'hui, on essaye d'aller vers des choses peut-être un peu plus ouvertes. Il y a aussi beaucoup de boulot qui est fait pour les enfants malades. Il y a très souvent, c'est par le biais d'associations plus que de géants du jouet, hein. Mais on a par exemple une association belge qui travaille sur des boîtes à mettre sur les perfusions de chimiothérapie pour les petits. Avec des licences qui ont été offertes par les ayants droit. Donc on peut avoir une boîte à chimio, Titeuf par exemple, ou Miraculous. L'idée, c'est de créer un petit peu un environnement un peu moins froid et inhospitalier dans les hôpitaux. On va avoir aussi des jouets spécialisés, mais qui souvent coûtent très cher, hein, pour des enfants en situation de surdité ou simplement qui sont malvoyants. Et puis, on voit aussi des formes de jouets qui étaient plutôt liés au handicap il y a 20 ans, qui aujourd'hui vont être utilisés par à peu près tous. Le plus connu, c'est le hand spinner. Le hand spinner, il a été développé à la base très souvent pour des personnes atteintes de troubles autistiques. On en a fait une grosse mode. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui les utilisent. On a eu aussi les pop-it. Les pop-it, donc c'était ces espèces de jeux en caoutchouc qui avaient des espèces de petites bulles. À la base, c'est Bandai qui avait créé ça en version électronique dans les années 90. Alors ça n'a absolument pas marché, mais l'idée c'était de créer un jeu déstressant pour les salaryman trop pressés. Donc on va dire que le jeu bien-être, voilà, on va dire ça comme ça, est à la mode. Il est de plus en plus accessible. Je pense qu'il n'y en a jamais eu autant. Après, est-ce que ce sont des modes? Est-ce que à la moindre crise, ils disparaîtront? Moi, je pense que oui. Je pense que on est face à des objets comme comme le yo-yo, par exemple, qui n'auront pas des durées de vie, qui peuvent avoir des durées de vie très grandes sur la globalité, et qui au final ont une durée de vie ludique de 2 heures. Ah, ça, et puis comme tu le dis, à la première crise, on sait dans quelle minorité et représentation on va taper d'abord. Donc oui, je ne doute pas que ça disparaisse au premier mouvement. Mais d'accord, ok, oui, vas-y. Pour revenir à Barbie, on est quand même sur des handicaps de moins en moins visibles et qui du coup coûtent de moins en moins cher à produire. La Barbie atteinte de surdité,
elle a juste un appareil auditif. Ah oui, d'accord. Ok, Pas ok, vraiment ok. sur quelque chose de. On n'a pas encore vu de Barbie cul de jatte. Et ce sera. Alors, on a eu des Barbies paralympiques, par exemple. Et Ok, très tôt, d'accord. en 99, pour les JO d'Atlanta. Mais ensuite, on n'a pas eu de Barbie en fauteuil pendant quasiment 20 ans. Je pense que c'est une histoire de rentabilité, tout simplement. J'imagine C'était que de la c'est com. toujours une histoire de rentabilité. Ouais, bien sûr, ouais. Une fois que c'est passé, disons que quand on pose la question, on peut dire ah mais nous on avait fait une Barbie jeux Ouais, bien sûr, paralympiques. bien sûr. Je te propose qu'on file vers un autre domaine de discussion que tu as déjà touché pas mal dans tes vidéos, c'est celui du lien parfois très ténu, très direct entre politique et jouets, plutôt entre politiciens et jouets. C'est un sujet qui m'intéressait un petit peu aussi, ça va nous amener à parler notamment de propagande. Je te propose qu'on commence par une vidéo que tu as sortie assez récemment, en juin dernier, sur le sujet jouets et politique. La vidéo est appelée comme ça, de mémoire, dont je mettrai là aussi le lien en description pour celles et ceux que ça intéresse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de ta vidéo? Je pense que ça Ouais. nous lancera un petit peu sur ce sujet. Une vidéo qui m'a coûté un petit peu cher. Je crois que j'ai perdu 300 ou 400 abonnés dans la journée où elle a été publiée. Ah ouais? Ouais, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que qui dit collectionneur de jouets dit forcément un brin conservateur, et pas uniquement d'un point de vue matériel, mais peut-être aussi d'un point de vue des idées. D'accord, ok. Le jouet est éminemment politique, tout simplement parce que, comme on l'a dit, ce sont les politiques publiques qui vont amener certains jouets à être développés ou non. Mais en plus, cette idée de caricature, de jouer avec un politique, elle est extrêmement ancienne. Elle date elle apparaît très probablement bien avant le Moyen Âge, mais on va avoir le fameux jeu d'échecs de Charlemagne, même si on sait qu'il date probablement pas de Charlemagne. On est sur un cadeau venu d'Extrême-Orient, et donc il va être offert à un empereur allemand, quel que soit son nom au final. Donc le jeu est toujours une forme de tentative diplomatique. Ok, Le jeu d'accord. va servir le jouet sert énormément à la diplomatie. On va avoir des poupées de cour qu'on va distribuer dans toute l'Europe pour très souvent habituer jeunes nobles espagnols ou autrichiennes à ce qui va devenir leur vie à la cour de France, par exemple. On a de nombreuses poupées de cour qui vont être développées à Paris. D'ailleurs, Paris a longtemps été considéré comme la capitale de la mode grâce à ces poupées. Et au-delà, alors j'ai ma poupée qui est en train de Ah, pleurer, je m'en excuse par avance si on l'entend un peu trop. pas de problème. Et on va avoir aussi l'idée que sur les jouets pour garçons notamment, on va avoir beaucoup Oui. d'idées de guerre, donc il faut un ennemi. Et l'ennemi, très souvent, ça va être un véritable ennemi. L'ennemi est héréditaire. Alors tout à l'heure, je parlais de 1870 et des petits soldats français. Oui. On le sait aujourd'hui, la Première Guerre mondiale n'a été rendue possible, en tout cas à ces niveaux de barbarie-là, que parce qu'on avait fait travailler des enfants pendant au moins 40 ans sur cette haine du Boche, clairement. On va avoir aussi des figures caricaturales de l'ennemi ou de l'ennemi de classe. Je pense par exemple au masque de carnaval de l'entre-deux-guerres, où on a clairement des caricatures antisémites. Je pense de Léon Blum, par exemple, qui sont en vente absolument partout. Mais on va avoir aussi Doriot. Et d'ailleurs, ces caricatures-là vont bouger au fur et à mesure. Et arrivé à la Seconde Guerre mondiale, on a toujours les mêmes figures. Alors Blum va avoir un nez un petit peu moins crochu, mais on va avoir Doriot qui du coup est transformé en porc. Et c'est toujours la même marque, c'est toujours César, qui est donc une marque française qui était installée à Saumur. La caricature politique fait partie du monde du jouet, tout simplement parce que le jouet il est destiné aux enfants, mais il est toujours acheté par les adultes. Donc on Oui. essaye de Ok. mettre un petit clin d'œil. Alors nous, on fait partie de la génération qui avons connu les Guignols, mais avant ça, il y avait le Muppet Show par exemple, le Bébé Show, pardon, le Bébé Show qu'on va retrouver dans toutes les bonnes boulangeries sous la forme de petites figurines à pince. Enfin, c'est quand même fou de se dire que j'avais des figurines de Raymond Barre, quoi.
C'est complètement surréaliste aujourd'hui de se dire: «Ah bah oui, je jouais avec, Raymond Barre et avec Michel Rocard. Qu'est-ce qu'on s'amusait!» Alors, il y avait pas de charge politique à travers ces personnages-là et puis, de toute façon, le Bébé de Show était probablement pas l'émission la plus chargée politiquement au final, même si elle mettait en scène des politiques. Sur les Guignols, il y a eu peu de produits dérivés, mais on a eu par exemple le jeu de société avec un buste de Chirac et un buste de Balladur. Qui avait fait un carton, et ça m'arrive encore, quand je vais chez des gens, de les voir en déco, quoi. Ah ouais, d'accord. Parce qu'ils représentent une époque, au-delà de... oui, je pense pas que ce soit des gens de la droite dure des années 90 qui possèdent tout ça chez eux. Il y a pas de volonté de faire un exemple, mais on est vraiment sur un produit qui va au-delà... Enfin, je sais pas pour toi, mais quand j'étais petit, oui, j'avais l'impression que Jacques Chirac et Mitterrand étaient des oncles. Enfin, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ils étaient à la maison comme les autres, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ils étaient à peu près aussi réels que Dorothée ou Corbier. Donc étrangement, bon, j'ai sorti cette vidéo dans l'entre-deux tours des législatives. C'était peut-être pas la meilleure idée. Il y avait par exemple alors, elle n'existe pas sous forme de peluche, mais elle existe sous la forme de marionnettes boxeurs. Il y a eu des marionnettes de Jean-Marie Le Pen et une marionnette de Chirac. Ça, c'est des jouets de bazar vendus sur les marchés, avec l'idée qu'ils se tapent sur la tronche. Probablement des jeux de bureau de tabac, pas forcément destinés purement aux enfants. Mais là, aujourd'hui, imagine une poupée boxeur Macron et une poupée boxeur Marine Le Pen. Enfin, déjà, alors moi aussi j'achète, mais on en entendrait parler, mais pendant des années. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Le changement, je pense, a eu lieu en 2008, lorsque Nicolas Sarkozy a fait un procès pour sa poupée vaudou. On est face à un tabou, en fait, de la représentation politique aujourd'hui. Il faut savoir que le créateur de la poupée vaudou, Nicolas Sarkozy, a obtenu gain de cause, mais il a dû aller jusqu'au Conseil d'État. Donc je pense pas qu'il ait beaucoup gagné d'argent au final sur ces poupées vaudou. Et surtout, il y avait la même en Ségolène Royal. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, la personne politique est devenue noble, mais au sens ancien régime. Voilà, au sens sacré. Ouais. On est face à une noblesse de la politique et une noblesse d'argent qu'on a peut-être un peu trop tendance à appeler bourgeoisie, à mon sens en tout cas, puisqu'ils sont devenus intouchables. On sait qu'ils payent pas d'impôts. On est vraiment face à des normes de noblesse on faisait pas de jouets pour ridiculiser le roi sous l'Ancien Régime. Par contre, c'est à la Révolution qu'on va voir les fameux chamboule-tout, où on jette des boules sur des gendarmes, par exemple. On est sur une remise en cause du pouvoir. Le jouet, en tout cas le jeu, c'est aussi ça. Je rebondis sur ce que tu disais. Tu parlais tout à l'heure de jouets qui étaient idéologiquement très marqués, de dénigrement pour servir un certain propos idéologique. Parce que souvent, dans mon émission, évidemment, on parle de soft power et on peut avoir une très mauvaise image du soft power avec un ministère du soft power qui va décider de A à Z les politiques culturelles qui vont être menées, les biais par lesquels on va les maîtriser. C'est souvent pas ça. C'est souvent des mouvements qui se croisent, qui s'entrecroisent, d'organisation, etc. Comment concrètement, c'est quoi les arcanes, les organisations de pouvoir qui vont contrôler la mise sur le marché de ces jouets-là pour les vendre comment on travaille ça concrètement, comment ce jouet idéologiquement très marqué qui a une visée, je sais pas moi, tu disais les jouets anti-Bosch ou des trucs comme ça, comment ils sont mis par qui, à quel moment, sur quel marché, comment ça se travaille ça? Alors curieusement, il n'y a pas de volonté du politique de les imposer. On va avoir des polémiques. En fait, c'est très souvent les médias, déjà à l'époque. On est vraiment seulement sur un pouvoir médiatique qui va mettre en avant certaines choses ou en cacher d'autres. Je parlais tout à l'heure de polémiques sur les jouets soi-disant toxiques contenant du plomb quand on parlait des jouets allemands. On va faire ce qu'on sait faire le mieux. Vendre du papier grâce à des faits divers qui ne sont absolument pas représentatifs. Il y a eu alors, il y a quand même un changement au milieu du 19e, après de nombreux accidents, de nombreux empoisonnements mortels d'enfants à cause de confiserie.
on avait tendance à mettre n'importe quoi comme colorant dans les bonbons, et on va avoir des empoisonnements graves, notamment à cause du plomb, mais aussi d'arsenic, enfin des trucs... vraiment, on fait des bonbons empoisonnés juste pour qu'ils soient jolis. Et de là, il va y avoir les toutes premières lois sur ce qu'on pourrait considérer sur les produits interdits ou non. Comme on n'a pas forcément de vision de comment sont faits les jouets ailleurs, et que les Allemands sont les premiers à produire des jouets en masse d'un point de vue industriel, notamment grâce à la ville de Nuremberg, d'ailleurs qui est un sujet à elle toute seule, puisque c'est ce pouvoir du jouet à Nuremberg qui, par le bien d'un grand salon international organisé sur les bases d'un pèlerinage du XIIIe siècle, va devenir une ville hôtelière avec des grands halls pour pouvoir accueillir ce salon-là. C'est grâce à ça que le pouvoir hitlérien va ensuite réussir à organiser de grandes messes à sa gloire, et aussi à mettre l'industrie du jouet à sa botte. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, en 1933 ou en 1934, Hitler fait interdire des boules de Noël en forme de la tête d'Hitler. Alors que le fabricant, lui, il veut juste faire plaisir au Führer, quoi. Mais Hitler se rend compte que non, on ne peut pas réduire sa puissance à simplement une décoration d'arbre de Noël. Donc on va avoir des boules à croix gammée, on va avoir ce genre de choses, mais plus de tête d'Hitler. D'ailleurs, ce sont des objets extrêmement rares. Je pense qu'il existe pas plus de 2 ou 3 boîtes, parce que c'est des trucs en verre et que ça disparaît vite. Donc on est plus sur un pouvoir médiatique, un pouvoir politique au sens parti politique, plus que un pouvoir de la norme voulu par un gouvernement. Après, bon, on sait aussi que pendant l'occupation, on va avoir de nombreux jeux antisémites qui vont être distribués, mais curieusement, ce sont les premiers jeux qui vont subir les réductions de budget, par exemple. Il y a un jeu très célèbre en Allemagne qui s'appelle Judenhaus, qui est un espèce de jeu de loi où il faut chasser des juifs, clairement. C'est un des premiers jeux qui passe du bois au carton. Parce que, alors probablement aussi pour des volontés de distribution massive, mais c'est aussi au moment où l'Allemagne n'a tout simplement plus les moyens de proposer des jeux en bois comme il le faisait auparavant. La qualité va chuter. Par contre, d'un point de vue, on pourrait dire propagande, on va voir très souvent les gouvernements, notamment Vichy, qui vont commander des dessins animés de pure propagande utilisant des personnages pour enfants contre l'avis de leur créateur. Il y en a un qui est absolument incroyable où Popeye, Mickey et Donald vont bombarder la France. Pendant ce temps-là, on a le professeur Nimbus, qui est un personnage français très très connu à l'époque, qui est en train d'écouter des juifs à la radio sur Radio Londres, donc avec une belle caricature bien antisémite, et on va avoir à la fin Mickey qui tue le professeur Nimbus. Donc, ok, d'accord, Camoulox. Avec une bombe, on voit vraiment la bombe qui tombe sur la maison du professeur Nimbus. Il reste plus que des ruines, mais il reste encore le poste radio avec la voix de Londres qui dit ici Londres, l'émission est terminée. Okay. Et, là, pour le coup, on est probablement sur des personnages, on l'imagine pas, mais c'est des personnages qui étaient vraiment très diffusés dans les coffres à jouets à l'époque. Mickey apparaît en 29, il est déjà dans les catalogues du Bon Marché à Paris en 1930. Faut pas imaginer que on a vu ça, ce merchandising-là est arrivé tardivement. Il était réservé à une élite, mais il était déjà très présent. On va voir aussi des personnages, je pense à Alfred le Pingouin, c'est un personnage qu'on a un peu oublié, qui accompagnait Zig et Puce. Donc gros dossier à l'époque, c'est vraiment la bande dessinée phare de l'entre-deux-guerres. Et Alfred le Pingouin va devenir l'animal emblème des tout premiers aviateurs. Quand Lindbergh atterrit à Paris et a réussi sa traversée de l'Atlantique, le premier truc qu'on lui fait, c'est lui mettre une peluche d'Alfred le Pingouin dans les mains et de faire croire qu'il a traversé l'Atlantique avec.
Sachant il pouvait enfin, il y avait vraiment rien dans son avion pour le coup. Il avait même pas de fenêtre. Donc on est face à ouais. Il y a une volonté politique, mais elle ne passe pas par le gouvernement. Très souvent, c'est des industriels qui ont des volontés politiques Ouais, mais ça fait sens. Oui, oui, bien sûr. et qui vont essayer d'imposer ça. Et puis, Mm. le jouet, c'est fun, c'est rigolo. On a tous envie d'avoir des jouets. Moi, je suis très gâté. Mais d'ailleurs, ça manque un petit peu de figurines dans ton décor. Je t'enverrai peut-être quelques colis pour y Avec remédier. plaisir. Mais là où on voit peut-être quelques changements, on a eu ces dernières années quand même des jeux qui ont été interdits parce que, alors plutôt des jeux de société, notamment pour des questions de racisme et de représentativité. Et puis il y a des choses qu'on n'a plus le droit de vendre, tout simplement. Aujourd'hui, si je veux vendre Judenhaus sur une brocante, il y a de grandes chances que la police municipale vienne me poser des questions. Ah, d'accord. C'était pas le cas il y a 10 ans. Dis-moi. Je sais pas si tu comptais en parler, mais ça me paraît assez important puisque disons que je baigne dedans et puis pour moi c'est le monde du divertissement. Se pose aussi la question de où on achète certains types de jouets et notamment la boutique du Puy du Fou. Tu en parlais tout à l'heure, notamment de la fameuse épée Excalibur. Excalibur, ouais. Et ce grand jeu censé surfer sur le succès de la Chouette d'Or. Actuellement, au Puy du Fou, tu peux acheter un ensemble d'uniformes de poilus de la Première Guerre mondiale pour enfants de 8 ans. Avec la petite vareuse bleue électrique, le casque, le petit fusil. Et quand j'ai vu ça, ça m'a un peu choqué parce que faut savoir que les poilus ont tout fait pour que ça n'arrive pas. Les poilus qui eux-mêmes avaient porté des uniformes de 1870 en étaient clairement revenus. Et on est sur une forme de soft power qui, à mon sens, est vraiment délétère et qui aura un effet dans les prochaines années, dans les 10 prochaines années. Ça, clairement. On aura des gens qui nous diront oh, c'est bon, les tranchées, moi j'y ai joué quand j'étais petit. Et je trouve ça absolument terrifiant. On a l'imaginaire qu'on nous infuse. Et effectivement, à ce niveau-là, certaines franges sont quand même très très fortes, avec une force de frappe et une pression assez folle. J'en parle pas beaucoup. Là, on est entre copains, on peut en parler pas mal. Mais après ma vidéo consacrée au Puy du Fou, dans le cadre de ma série Archéopark, j'ai eu des visites nocturnes. Des gens sont venus sonner chez moi. Mon adresse a fuité. Ça m'étonne pas du tout. Ouais. Ah ouais. Alors, ça vient peut-être du fait aussi que j'habite pas très très loin du Puy du Fou, mais on est sur des formes d'imaginaire qui arrivent sous la pression et qui n'ont aucun mal à se saisir du jouet et du monde de l'enfance. Je ne suis pas sûr qu'on vende des dinosaures au Puy du Fou. C'est pas le projet, je crois. Des uniformes de Jeanne d'Arc. Ouais, je crois bien, ouais. On a encore un petit peu de temps, ouais, on a un petit peu de temps. On peut discuter un petit peu aussi de l'aspect collectionniste du jouet, t'en parlais un petit peu plus tôt, et justement, on peut lier ça à ce que tu dis là sur le Puy du Fou, puisque tu sous-entendais qu'il pouvait aussi y avoir une sorte de conservatisme dans la collection de jouets qui pouvait s'étendre évidemment pas qu'à la collection de jouets en elle-même. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce que tu disais tout à l'heure ? J'essaye, par mon travail, de prouver aux gens que c'était pas forcément mieux avant. Et effectivement, qui dit nostalgie, la nostalgie des années 80 d'il y a 10 ans n'est plus vraiment la même qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans, on disait « Ah, quand même, c'était bien quand on avait des épaulettes et puis des cheveux un peu plus ébouriffés ». Aujourd'hui, on entend des discours qui sont clairement ultra conservateurs avec cette idée que c'était mieux avant, mais même d'un point de vue social. Paradoxalement, moi je vois des gens qui me soutiennent quand je vais faire un travail de fond sur le club Dorothée par exemple, pour prouver que non, Ségolène Royal n'a pas créé d'appel d'air qui aurait tué Dorothée, et qui d'un autre côté trouvent ça honteux que je leur dise que le jouet est politique.
Il y a les gens, une partie des collectionneurs posent des œillères, et puis je pense que en vieillissant, on ne devient pas forcément beaucoup plus fin. Alors moi, je crois qu'on profondément qu'on peut et qu'on doit continuer à éduquer les gens, mais j'ai rarement eu autant de commentaires haineux, même de comptes que je connais bien en fait. Et c'est ça un peu la déprime, de se dire que ces gens-là ont vu les mêmes vidéos que les autres, mais visiblement les ont pas compris. Et je me surprends parfois, ouais, à voir certains de mes contacts partager des contenus transphobes ou homophobes, alors que c'est les premiers à me dire, ah bah quand même, l'époque où il y avait Michou à la télé, qu'est-ce qu'on savait rire, copains. J'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre... bon, enfin si, je la vois, mais entre la marquise qui était jouée par Sim dans Les Grosses Têtes et Drag Race, tu vois. Alors, il y a eu une évolution. Différence quand même. Il y a eu une évolution, mais c'est... Enfin... Les deux devraient choquer les mêmes gens, en fait. Soit on accepte l'un, soit on n'accepte pas l'autre. Oui, c'était la comtesse ou la duchesse de la Tronchambier, qui était interprétée par Sim à la grande époque. Donc, Michou, enfin... et puis même en remontant encore un peu plus haut, Coccinelle, enfin des artistes du musical qui sont là depuis quasiment un siècle, en remontant encore plus loin, notamment pour Archéopark. Là en ce moment je travaille sur Magic City, qui est un parc d'attractions qui était installé à Paris et qui a disparu avec la Seconde Guerre mondiale, où il y avait le bal du carnaval, où c'était un bal travesti. Et des gens sont en train de me dire que ça n'a jamais existé, c'est quelque chose de nouveau. Et les copains, oui, voilà, regardez les vidéos ou revoyez-les, parce que je vous ai vu les commenter il y a 5 ans. Alors, est-ce que c'est c'est un tonneau des David, hein, il faut continuer encore et toujours à se répéter pour être entendu. Mais ouais, je sais que je me suis mis à dos une partie de la communauté des collectionneurs, parce que pour eux, je suis étiqueté politiquement. J'ai pas l'impression de m'être trahi, quoi. Ma première vidéo parle de la panique morale. Non, c'est la deuxième, celle sur les crados, de la panique morale du commandant Cousteau sur des images pour enfants qui allaient nous plonger à la cocaïne parce que c'était de la pollution intellectuelle. Ah, d'accord. C'était il y a 8 ans. Et la quatrième vidéo, ça s'appelait Les mascottes racistes de notre enfance. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens n'avaient jamais vu que Pépito était au moins aussi problématique que Banania. Même si, à mon sens, Bamboula est tout en haut. Mais tout simplement parce que Bamboula, il date pas des années 30 ou de la Première Guerre mondiale. Bamboula, il date de 84. C'est après SOS Racisme, quoi. Est-ce que c'est des mouvements profonds de backlash ou est-ce que c'est juste des tentatives de surfer sur Michel Leb? L'auteur me dit que c'est plus des tentatives de surfer sur Michel Leb. D'accord. Comment tu penses justifier que des gens qui matent tes vidéos, qui sont pourtant d'apparence assez claires, ne rentrent pas dans ce propos politique et que justement ce qui t'est reproché, c'est d'être politisé d'apparence et que eux ne se voient pas l'être non plus? Je crois que c'est aussi un problème de culture. On est face à des gens qui effectivement vivent dans une forme de passé fantasmé, et n'ont pas l'habitude des remises en cause. En gros, je suis un iconoclaste, l'idée c'est briser les icônes et regarder ce qu'il y a à l'intérieur, alors que ces icônes-là ont tendance à les rassurer. Voilà, ce sont des formes de nostalgie qui d'ailleurs ont beaucoup émergé pendant la crise de 2008, et qui étaient là pour faire du bien aux gens. Le jouet, c'est un objet doudou, quel que soit votre âge, en fait. Alors, te dire que ton doudou a été fabriqué par des Chinois qui n'avaient pas de doigts et qui étaient fouettés, ça fait pas du bien, mais ça fait grandir. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'appelle mes abonnés les enfants perdus. Une partie ne veut pas grandir. On parlait il y a 20 ans du syndrome de Peter Pan.
Je crois que c'est ça, au final, le syndrome de Peter Pan. C'est pas des gens qui vivent avec des Pokémon et qui veulent pas grandir. Tu peux être banquier et aimer les Pokémon hein, et être ultra horrible dans ton travail tout en C'est clair, adorant c'est clair. des œuvres très progressives. Mhm. Là, on est face à des gens qui veulent un miroir de ce qu'ils croient savoir, de ce dont ils croient se souvenir, tout en n'ayant pas revu les œuvres depuis 40 ans. Euh, Comme j'ai tendance à sortir en plus des dossiers pas toujours faciles, il y a pas très longtemps, on a abordé un gros sujet qui a pas beaucoup marché, donc je me permets de faire de la pub sur un film réalisé par Kenneth Handler, qui est le vrai Ken, celui qui a donné son nom à la poupée Ken. Et en gros, pendant toute sa vie, il a été obligé de cacher son homosexualité, et quand il est mort du VIH, sa famille a caché le fait qu'il était homosexuel et qu'il avait eu le VIH, et il continue à le cacher. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelques articles sur le web, mais je suis le premier à avoir fait une vraie enquête poussée en essayant de retrouver des témoins de l'époque, pas dans l'idée de faire un coming out forcé, mais tout simplement de montrer aux gens que même les figures les plus normatives que Ken et Barbie peuvent avoir des secrets qui vont au-delà du simple jouet. Et puis surtout, bon là il est mort en 94, on imagine la tempête médiatique si on avait titré dans les journaux Ken est mort du sida, quoi. Enfin, je pense que Mattel pouvait clairement mettre la clé sous la porte. Ça aurait été Eh très ouais. très compliqué pour eux de continuer à vendre des poupées. Donc ça peut se comprendre, mais 40 ans plus tard ou 30 ans après son décès, ce serait peut-être la moindre des choses que de au moins lui reconnaître cette liberté-là. Et ouais, je sais pas vraiment où on va de ce côté-là. Est-ce que on va vers une forme de refus du réel et puis une forme de roman national de la nostalgie? je, je travaille de temps en temps avec Nota Bene, donc c'est une problématique qui m'est chère, avec une nostalgie officielle. On va retrouver dans les grands reportages sur Dorothée. C'est sûr que voilà, quand TMC fait un reportage, un documentaire sur Dorothée, on va pas aller creuser du côté des choses un peu sombres. C'est pas le Et but. bien sûr. Ouais. Et curieusement, très souvent, c'est aussi une histoire de, alors, peut-être pas de gros sous, mais en tout cas de grosses entreprises. Il y a des choses que je peux dire sur Gulli que j'ai pas le droit de dire sur C8. Ouais, d'accord. Et putain, enfin, c'est la même réalité. Et puis surtout, Ouais, on ouais. parle de licences qui ont disparu ou qui n'existent plus depuis Mm. 30 ou 40 ans. Là, il y a pas très longtemps, j'ai tourné dans un documentaire où on m'a fait revenir plusieurs mois après pour refaire des prises parce qu'il y avait un mot interdit. D'un coup, la chaîne avait décidé que ce mot-là ne devait plus être dit. Donc, bon courage aux monteurs. Parce que pour le coup, c'était le titre de la gamme. Donc, Eh ouais. Oula. Ouais. mais il y a des limites qui sont plus des limites purement privées que que des limites gouvernementales, on peut dire ça comme ça. Eh Mais ouais. on est sur des formes d'imaginaire qui sont restreintes en fonction de chez qui on peut les dire en fait. Et ça, j'ai pas l'impression que c'était aussi fort il y a 30 ou 40 ans. Et tu sens un changement de ce côté-là Ouais, il y avait probablement une différence de ton entre chez Dorothée et chez Dorothée TF1 et Dorothée Récréa 2 par exemple. Mais j'ai pas encore réussi à mettre le doigt dessus. Écoute, il nous reste un tout petit peu de temps. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle rapidement, parce qu'on a plus beaucoup de temps, mais un petit peu de ton travail sur Archeo Toys. Tu vis de ta chaîne YouTube, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ton travail aujourd'hui. C'est ça? Alors, je vis de mon travail de créateur de contenu. La chaîne Oui, oui. représente un peu moins de la moitié de mes revenus. Ouais, ok. La chaîne en elle-même rapporte peu en comparaison de ce que ça pourrait être si je faisais du jeu vidéo, par exemple. Je reste dans une niche et surtout, j'essaye en tout cas d'aller vers des sujets que les gens n'attendent pas. J'essaye surtout d'aller vers des sujets plutôt vers lesquels on a besoin
que des sujets qui seraient attendus, tu vois, 14e vidéo sur les Tortues Ninja. Eh ouais. Je suis pas certain qu'il y en ait besoin. Par contre, pouvoir faire un truc un peu poussé qui interroge les gens sur Luce, par exemple, la mascotte du Vatican, ou des sujets qu'on ne trouvera pas ailleurs. C'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que bon, des youtubeurs de jouets, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même quelques-uns. Oui. J'essaye d'être le meilleur. On va dire ça comme ça. En interrogeant les gens au-delà de leurs propres attentes. Ok. De toute façon, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'Arkeo Toys, c'est la plus grosse chaîne de jouets spécialiste du jouet francophone. Ouais, sur YouTube, oui, je pense que sur Oui, TikTok, oui, il oui. y a du monde qui fait des unboxings. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, ça, c'est j'en fais un petit peu, mais c'est des exercices sur lesquels j'ai beaucoup de mal. Parce que mon unboxing, il ferait 25 minutes, parce que je m'interroge sur tel tatouage que porte le personnage. Et au final, je sais qu'on va être 4 que ça intéresse, et que ça risque de plomber le reste. Donc j'essaye de proposer mes services à d'autres vidéastes un peu mieux lotis sur leur sujet. Que ce soit, j'ai cité Ben par exemple, de la chaîne Nota Bene. J'ai aussi collaboré pas mal avec le Fred et Seb du Joueur du Grenier pour la chaîne Bazar du Grenier. Et là, dernièrement, je bosse avec Neoxy, l'ancien de la Redbox, sur des sujets un peu surprenants pour son public, qui était plus habitué à des je mange bleu pendant 24 heures. Et là, pour le coup, on essaye de proposer des choses que les gens n'attendent pas. Alors bon, parfois c'est des true crime, et ça me plombe Ah ouais, j'imagine. pendant des Ouais. semaines, parce que faire des recherches sur des meurtres horribles, je le souhaite à personne. Mais ça peut être aussi faire de la pure médiation culturelle, et c'était mon cœur de métier à la base, sur la Première Guerre mondiale, sur des grandes conquêtes sociales, et j'essaye d'être utile sur YouTube au-delà de ma chaîne, parce que oui, je sais que voilà, je suis dans une niche, et j'atteindrai peut-être jamais les 100 000 abonnés, mais le jour où je m'arrêterai, je sais que j'aurai eu un impact C'est à clair, mon bien sûr. niveau, et en tout cas, j'essaye d'être fier de toutes mes vidéos. Et pour le moment, il n'y en a aucune dont j'ai vraiment honte. On va dire ça comme ça. Quand on est youtubeur jouet, comme tu peux l'être, et qu'on se fait régulièrement envoyer des jouets par des entreprises à des fins de review, d'unboxing, etc., comment on fait pour tenir cette ligne de crête entre j'essaye d'être honnête avec mon public et en même temps j'ai une limite basse de ce que je peux en dire pour ne pas froisser d'éventuels Alors, partenariats futurs? Mattel ne m'enverra pas de cadeau cette année. Je crois qu'ils ont toujours Ah, pas digéré la vidéo sur Kenneth Handler. A contrario, j'avais été relativement violent avec Hasbro. En tout cas, j'ai jamais été gentil, spécialement avec eux. Et le jour où ils ont pu, ils m'ont dit, écoute, viens, on a peut-être trouvé un truc qui pourrait t'intéresser. Et c'est là que on a redécouvert ensemble les archives perdues d'Hasbro, donc 150 palettes de jouets des années 60 à 2000, enfin, un truc complètement zinzin qui est unique au monde pour le coup. Je pense que ce sera ma plus belle vidéo en tant que Arkeo Toys. Pour le coup, c'était vraiment des recherches de jouets dans des vieux cartons. En fait, paradoxalement, les grandes marques de jouets n'ont pas de vocation à avoir de la mémoire. Tu peux leur taper dessus. Il y a peu de chances qu'ils s'en souviennent un an plus tard. C'est aussi parce qu'on est sur des industries avec un énorme turnover. Pour certaines boîtes, je pense que des chefs de produits, en 8 ans, j'en ai vu 9. Et je crois qu'ils ont compris aussi maintenant que j'allais au-delà de leur propre personne ou de leur propre produit. Et parfois, je m'attaquais plus à des manières de travailler qui leur sont imposées. Donc, c'est pas forcément ils sont pas forcément pour. Après, je sais aussi qu'un silence chez des interlocuteurs que j'ai régulièrement peut être significatif d'autre chose. Il y a eu des marques qui ne me répondaient plus pendant 2 mois, et j'ai compris qu'ils étaient en train de préparer un plan social. Et que clairement, communiquer avec moi, c'était prendre le risque que je ressorte des trucs. J'ai aussi dans ma besace des dossiers que j'ai pas encore sortis parce que c'est pas le bon moment. Ils feront très mal à d'anciens partenaires.
vraiment, hein, des trucs bien violents. Et je pense qu'ils ont très peur. Donc, je sais qu'ils ont revu leur politique avec les youtubeurs. Ils leur font signer maintenant des trucs à rallonge pour être sûr de ne jamais se prendre un backlash. Mais D'accord. moi, je suis honnête avec eux. Je peux. En fait, je suis, tu sais, le touriste qui se promène dans l'usine et qui fait « dis donc, il n'y a pas d'extincteur. Oh, c'est rigolo !» Enfin, c'est un exemple, ça, c'est jamais arrivé. Mais je suis le type un peu innocent qui pose des questions bêtes et tu te rends compte à la fin que c'était l'inspecteur des impôts. C'est aussi beaucoup une histoire de personnes. Et pour te dire, moi, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. C'est que dans le monde du jouet, très souvent, les gens viennent de la grande distrib. Alors, pas trop chez Hasbro. Chez Hasbro, ils restent longtemps. Souvent, les gens, il y a des gens qui sont là depuis 25 ans. Mais par exemple, chez Ravensburger, j'avais découvert qu'ils venaient tous de chez William Saurin. Et donc, du coup, je pose la question, mais pourquoi est-ce que vous venez tous de chez William Saurin? Eh ben, ils s'en étaient pas rendus compte. Que les 2 tiers, parce que ils n'avaient pas tous travaillé au même moment chez William Saurin, et puis tu vois, ils avaient fait d'autres trucs avant. Il y a des trucs que je vois chez Jouet Club. Si, ouais, il y a les seuls qui vraiment m'ont fait peur. Mais après, je pense que c'est parce qu'ils sont très méfiants, parce qu'ils ont très peur de tout en fait. C'était Jouet Club. Jouet Club, ce sont les seuls qui m'ont appelé par mon ancien, enfin par mon vrai nom, puisque j'utilise pas mon vrai nom sur les réseaux, mon vrai nom de famille. Et du coup, c'est là où j'ai compris qu'ils avaient fait une enquête en fait, que probablement qu'ils avaient payé des gens pour enquêter sur moi, probablement pour avoir quelques dossiers au cas où j'en sortais d'autres, quoi. Donc j'essaye de toujours être sympa, tu vois, mais quand j'ai des choses à dire, ils savent que j'ai à le dire. C'est un peu, tu sais, comme les critiques de cinéma qui sont pas invités pour certains films. Il y a des fois où je reçois pas de produit. Il y a des questions à laquelle on me répond pas, ou il y a des questions à laquelle on préfère me dire ne me les pose pas, il faudrait pas que je te réponde. L'utilisation de l'IA, par exemple, notamment pour les jouets parlants. Pendant très longtemps, les grosses marques faisaient appel à des grands comédiens de doublage pour faire, je sais pas, la voix du piano ou la voix d'une peluche. Là, depuis ces 2 dernières années, ils passent quasiment forcément par de l'IA, mais ils ne le disent pas. Moi, je l'ai su parce que ces comédiens de doublage-là sont venus me voir en me disant on n'a plus de travail, en tout cas sur ces branches-là de notre boulot. Est-ce que tu pourrais te renseigner? Donc, moi, j'y suis avec mes gros sabots, hein. Un petit dossier, bien comme il faut et tout. J'ai compris la gêne, on m'a renvoyé vers des adresses mail en Irlande. Et en fait, tu comprends que, bah oui, de toute façon, les trucs d'IA sont, la plupart du temps, basés en Irlande, en fait. Puis, pour répondre à ta question des jouets offerts par les marques, je crois que je suis un très mauvais client pour eux, parce que j'ai tendance à ne pas faire les contenus quand ça me plaît pas, en fait. À partir du moment où on n'a pas de contrat, tu vois, et qu'on m'envoie un cadeau, bah ok, c'est un cadeau, ça fera plaisir à mes neveux, mais c'est pas je me sens pas obligé de leur obéir. Parce que ce qui est le plus précieux à mes yeux, c'est pas ma relation avec les marques, c'est ma relation avec mon public. Et je pourrais continuer sans les marques. Ce sera beaucoup plus compliqué de continuer sans public. Et au final, ils sont venus me chercher relativement tardivement, en fait. Ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. Je crois que mes premiers grosses collabs avec... Ouais, la première grosse collab avec une marque, c'était avec Hasbro, et c'était il y a 2 ans. Donc il m'a fallu quand même 6 ans avant de... Mais c'est aussi que j'avais jamais vraiment été les chercher. Je préfère de loin travailler avec des petites boutiques indépendantes, histoire de leur permettre de les mettre en avant, ou même les initiatives que je trouve cool. Il y a quelques années, le créateur des Boglins avait relancé les Boglins avec un crowdfunding et avait trouvé un distributeur européen. Bah, je me suis dit, c'est cool, voilà, c'est le genre de produit que j'aimerais avoir chez moi. On va leur faire de la pub. J'ai peut-être fait un peu trop de pub d'ailleurs, ça avait été du matraquage, mais je le regrette pas. Et je pense que mon public m'en veut pas, parce que c'était vraiment pile poil la ligne de la chaîne. Ouais, d'accord. Et puis je pense que tu as aussi structuré ta chaîne comme ça. Ton public sait que la structuration de ta chaîne, c'est autour justement d'une lecture un peu historique du jouet, etc. Ouais, donc, et je préfère mettre aussi 5 ans pour faire une bonne vidéo que de mettre 3 semaines et plaisir à la marque. C'est pour ça que ma série Archéopark prend beaucoup de temps, parce que je me suis retrouvé face à des problématiques que j'avais pas imaginées, à subir des pressions que j'avais pas imaginées non plus. Je me suis fait arrêter avec des menottes dans des parcs d'attractions. Je peux vous dire que ça fait plaisir à personne. Juste parce que j'étais moi, pas parce que j'avais fait des trucs en particulier. Donc maintenant, je fais plus attention à moi.
Et surtout, j'essaie de blinder aussi les choses d'un point de vue légal. Pour vous dire, la vidéo que j'ai tournée sur le Puy du Fou, j'ai dû me déguiser pour y aller, parce que je suis blacklisté. Ils ont ma photo à l'entrée, Ouais. quoi. Pourtant, j'ai pas dit grand-chose, mis à part que le père de Philippe de Villiers, qui a permis le lancement du spectacle et du parc, avait été condamné pour terrorisme et condamné à la prison à vie. C'est déjà pas mal. C'est sur Wikipédia, hein. Mais effectivement, Factuel. c'est pas le genre de choses qu'on leur dit d'habitude dans les médias quand on les reçoit sur CNews. Pour moi, Philippe de Villiers, c'est un enfant de Daesh qui a bien terminé, c'est tout, qui a eu un peu plus de chance que les autres. Mais Là, tu vas être voilà. très blacklisté, là. Ouais. Ah bah, au point où j'en suis, tu sais, ils viennent sonner chez moi la nuit, donc j'ai été obligé de mettre un interrupteur à ma sonnette pour la couper la nuit. J'ai Ah ouais. déménagé aussi, enfin, tu vois, mais j'ai la chance d'avoir des proches et une compagne qui est très courageuse. Ah, c'est cool. Écoute, peut-être une petite dernière question très légère pour finir. On n'aura pas le temps de faire des questions du chat, mais il y avait beaucoup plus de réactions que de questions. Question très légère. Comment t'envisages ces prochaines années sur Arkeo Toys en termes de rythme, de ce que tu aimerais produire? Je sais que tu as eu la folie, je ne sais pas si c'est encore le cas, la folie de faire 2 vidéos par semaine. Alors ça, Alors, il faudra écoute, m'expliquer. la chaîne fonctionnait mieux quand j'étais à 2 vidéos par semaine. Je crois qu'on arrive à une Oui. fin de cycle sur tout ce qui est nostalgie des années 80-90. Donc là, je m'apprête à d'accord. rentrer dans la folie des années 2000, donc des périodes pour lesquelles moi j'ai un petit peu moins de nostalgie. J'avais déjà une mobilette et je fumais des clopes à l'époque. Mais qui me semble aussi hyper importante parce que toute cette génération qui a connu les Bionicles, du Dofus, enfin, Ah tout ce oui, que, oui. tu vois, mine de rien, ces gens-là qui ont grandi avec ont 20, 25, 30 ans aujourd'hui, et je crois qu'ils ont le même besoin que moi à l'époque. Donc, on va y aller petit à petit. Normalement, il y aura les Bionicles avant Noël. Je vais tâcher, oui, de faire un peu comme ce que Fred et Seb ont fait progressivement, en allant vers de nouvelles générations de consoles. Ça ne s'arrête jamais, et surtout, enfin, c'est là où c'est paradoxal, on a toujours l'impression que c'était mieux avant. Que, oh là là, on ne rend pas compte, aujourd'hui, ils ont des pas de patrouille, c'est nul. Les jouets Miraculous aujourd'hui sont 15 fois mieux que tout ce qu'on a pu imaginer en Barbie il y a 30 ans. Je sais pas si tu as vu la petite vidéo là, avec la Miraculous qui change de robe quand tu appuies sur un bouton. Oui. J'étais complètement dingue dedans. Ouais, c'est incroyable ça. Je pense qu'une fois dans les mains d'un enfant, ça a une durée de vie d'à peu près 20 minutes. Mais j'ai hâte, en tout cas, d'en offrir un à ma nièce. Pour pouvoir jouer un petit peu moi aussi avec. Donc je pense qu'on va aller vers ça. Et puis, pour la régularité des vidéos, c'est un peu triste à dire, mais je vais repasser là 2 vidéos par semaine pour la fin d'année, tout simplement parce que c'est ma plus grosse période de l'année. Ouais. Et c'est ça qui va me permettre de vivre tout le reste de l'année. C'est pas au mois de juillet, malheureusement, que YouTube c'est facile. Et j'essaye d'avoir des activités saisonnières, et donc de proposer mes talents de script à des copains qui ont besoin de coups de main plutôt pendant l'été, et de pouvoir carburer à fond sur l'hiver avec des problématiques qui seront toujours aussi passionnantes. Moi, j'ai hâte de voir, par exemple, la post-logie Star Wars avec l'œil de la nostalgie, tu vois, quand on sera en 2038, et de voir des gens qui disent « Ah, mais Rey, oh, mais je l'adorais, mais vraiment... » Ça n'existera pas. Tu sais, pour la prélogie, on disait la même chose. Que personne n'aimerait jamais Anakin, enfant et compagnie. Tiens, je pense qu'on va aussi parler de licences qui atteignent une certaine maturité aujourd'hui, comme Harry Potter. Aujourd'hui, il est possible de parler d'Harry Potter sans avoir des fans hardcore qui viennent te tomber dessus parce que t'as écorché l'œuvre. Tu vois, là, ce sera probablement un peu plus libre. On écorchera et l'œuvre et l'autrice. Ah oui. Oui. Bien sûr. Ouais, j'essaye d'être un iconoclaste dans un milieu où, tu vois, on sort pas les jouets des boîtes et on essaye de les conserver le plus longtemps possible dans leur aspect d'origine. Je pense qu'on peut continuer à le faire tout en se posant les bonnes questions, quoi.
Bien sûr, et le fait de passer aux années 2000, c'est super intéressant, hein. C'est des nouvelles problématiques qui se posent, Ouais, on a eu des jouets dans les années 2000 qu'on ne pourrait plus avoir aujourd'hui, qu'on n'aurait pas eu dans les années 90. Les années 2000, Ouais, c'est bien quand sûr. même une période très particulière. Et j'ai trop hâte d'attaquer ça. Après, à voir comment l'accepteront une partie de ma commu pour qui, déjà, au-delà de 1985, on est déjà sur des trucs qui trahissent le concept de base. Donc, bon, on verra. Petit à petit, J'espère que les gens seront là. Bien sûr. Que j'arriverai à convaincre la jeune génération de s'y accrocher. Et surtout, ouais, comme je te l'ai dit, il y a des nouveaux enfants tous les ans. Théoriquement, j'aurai du boulot jusqu'à la fin de mes jours, j'espère. La meilleure solution d'arriver aux 100 000 abonnés. Hein. Exactement, faire des enfants, c'est tout ce qui me manque. J'ai essayé différents types de formats, par exemple des formats historiques en racontant l'histoire par les jouets. Parler de la piraterie en illustrant avec des pics pirates. Ça n'a pas hyper marché, mais c'est des trucs que je réessayerai au fur et à mesure, parce que Bonne idée, bien sûr. ouais, je suis un médiateur dans... Alors, on disait vulgarisateur il y a quelques années, je suis pas sûr qu'on puisse parler de vulgarisation du jouet, mais j'essaye surtout d'apporter des clés de compréhension aux gens, en fait, et c'est ça qui me paraît le plus important. Après, s'ils décident de les balancer parce que c'est mieux de rester ignorant, tant pis. Mais en tout cas, mes vidéos resteront, et j'aime bien, tu sais, quand sur Twitter, les gens commencent à dire « Ah, mais Ségolène Royal, elle a tué le Club Dorothée !» Il y a encore des gens pour ressortir de ma vidéo d'il y a 5 ans, où je pense que je suis un des rares sur le web à avoir lu son bouquin. Oui. Et c'est quand même fou de se dire, mais personne l'a lu en fait. Et quand on le lit, il n'y a pas le mot Dragon Ball Z dans le bouquin. Ah, parfait, ta vidéo va servir de référence pour les années à venir. J'espère, et c'est la volonté pour le reste, en tout cas. Ce que j'essaye de faire, ça me change de mes châteaux forts et de mes machines de guerre médiévales, mais c'est à peu près le même boulot. Sauf que maintenant, je travaille plus pour Bruno Retailleau, et ça, c'est cool. Ouais. Ah, écoute, Romain, super, hein, on a parlé de beaucoup de choses, c'était très riche. Je te remercie. Moi, je m'arrête là, mais je pense qu'on pourra encore continuer pendant des heures. Hein, on aurait pu parler oui, je dois aller garder pas mal de bébé, choses, sans quoi ma compagne risque de me mettre sous blister. Ça a été un plaisir de pouvoir discuter avec toi. J'espère que le chat est heureux. J'avais pas de retour caméra, donc je n'ai pas pu voir trop ce qui s'y disait. Je m'en excuse si vous aviez des questions. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à poser les questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bah super. Voilà, je te propose qu'on arrête ici pour aujourd'hui. Et puis au plaisir, on te recevra une nouvelle fois pour les 100 000 abonnés. Et puis on parlera de ça. N'oubliez pas que vous avez été des enfants. Ciao tout le monde. C'est la fin de ce 6e numéro de Soft Power Rencontre. Si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de la discussion, vous pourrez retrouver dès vendredi prochain, le 15, c'est ça, le 15 absolument. L'émission d'aujourd'hui en format podcast un petit peu partout, sur Spotify, sur Google Podcast, ça n'existe plus, sur Deezer, sur Apple Podcast, j'en passe et des moins bons, mais aussi en VOD sur YouTube, sur la chaîne Soft Power, tous les liens dans le chat et en description des VOD et des podcast. Et comme d'habitude, si ce format vous a plu, je vous invite à suivre tout le travail de fou qui est réalisé sur la chaîne Archeo Toys avec un rythme parfois absurde de 2 vidéos par semaine. Je sais pas comment il fait, ça demande une sacrée discipline, hein, bravo. Et si vous appréciez son travail, vous pouvez également le soutenir sur sa page Tipeee, dont je vous mets également le lien en description. Et 2, s'il vous reste un petit peu de monnaie sonnante et trébuchante, je vous invite à soutenir l'émission Soft Power en faisant un don sur ma page Patreon, dont le lien est également en description, ou en vous abonnant à la chaîne Twitch directement ou par votre abonnement Amazon Prime. Vous pouvez bien sûr follow la chaîne, venir en live le vendredi, mettre des pouces bleus, des évaluations positives, tout ce qui aide à faire découvrir l'émission et à la faire grandir, et ça vaut également pour le travail de Romain sur Archeo Toys. Allez les gens, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents et présentes aujourd'hui pour ce nouveau Soft Power Rencontre. On se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines si vous écoutez l'émission en direct, ou la semaine prochaine si vous l'écoutez en VOD ou en podcast. Vendredi 10h pour une nouvelle matinale Soft Power, matinale pop culture et politique, et très bientôt pour une nouvelle discussion. Allez, ciao.